Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur The Raïs Media, un espace de parole, de vérité et surtout un espace d'espoir. Je m'appelle Claudine Oumoubiei. Une question nous réunit aujourd'hui. Pourquoi une nouvelle coalition aujourd'hui pour le Rwanda? Le Rwanda qui est souvent présenté comme un modèle économie au niveau de l'économie, au niveau de la stabilité. Mais derrière cette image, il y a une autre réalité. Des voix qui dénoncent un silence imposé, l'exil, la peur et surtout l'absence d'un espace politique réel. Cette émission et bien d'autres qui vont suivre a pour objectif justement de donner la parole à ceux et celles qui ont décidé et qui ont refusé de se taire et surtout de chercher un changement pour le Rwanda. Alors aujourd'hui, nous recevons un des fondateurs et président d'une nouvelle coalition d'opposition pour un changement démocratique au Rwanda, ROC, M. Padri Thomas Nahimana, qui va tout d'abord nous parler de son parcours, de son vécu, surtout nous parler du pourquoi de son engagement dans la politique. Ensuite, il nous aidera à comprendre le contexte et le climat politique au Rwanda qui justement justifie une nouvelle coalition pour le Rwanda aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Padri Thomas Nahimana. Alors, bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir, Madame Claudine. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ce soir, surtout à ceux qui ne vous connaissent pas, votre parcours, votre vécu et pourquoi vous êtes-vous engagé dans la politique? La parole est à vous. Je vous remercie, Madame, de m'avoir invité à cette émission et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous et avec vos téléspectateurs et avec des Rwandais en général les questions que vous êtes en train de me poser sur la situation de notre pays, sur moi, ma pauvre personne, sur mon parcours. Je serai donc très heureux de répondre. Et franchement, donc je m'appelle Thomas Nahimana. Je suis né au Rwanda, dans le sud du Rwanda, dans la préfecture d'Ocyangugu. La commune s'appelait Bugarama. Le secteur, c'était Nzahaha. C'est là où je suis né, il y a 55 ans de cela. Et je suis né d'une famille modeste, mais qui était très attachée aux valeurs, surtout aux valeurs chrétiennes. Et ce qui m'a poussé à suivre une scolarité dans ce sens. L'école primaire, je l'ai fait chez moi, donc au village, en Zaha, la première partie de la première année à la sixième année. Et c'était une école protestante. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne suis pas devenu protestant, pentecôtiste, puisque c'était l'école pentecôtiste. Mais par après, j'ai su pourquoi. Parce que tous les enseignants étaient catholiques, malgré tout. Parce qu'en ce moment-là, les protestants et les pentecôtistes particulièrement n'avaient pas encore de personnel formé à mettre dans les écoles, tout simplement. Alors, à cette école, j'ai beaucoup apprécié la qualité des enseignants que nous avions en ce moment-là. Et c'est là où j'ai appris la valeur, justement, de l'enseignement public, la valeur des enseignants qui s'occupent des enfants, qui les aident à devenir quelque chose, si j'ose dire. C'est d'ailleurs très tôt que j'ai compris que si on voulait faire de sa vie quelque chose, si on voudrait devenir quelqu'un d'utile, il y avait un principe qui m'a vraiment poursuivi toute ma vie, qu'il y avait des choses à apprendre, qu'il y avait des choses à comprendre et surtout qu'il y avait des choses aussi à faire. Et ça, je l'ai vérifié tout au long de ma vie jusqu'à présent. Donc, l'école primaire, je l'ai terminé les 2 dernières années à Mouchaka. Et là, c'était à la paroisse principale, la paroisse catholique. Et on avait les missionnaires, les pères blancs comme prêtres de la paroisse, qui se sont beaucoup occupés de nous. Et c'est comme ça que je suis devenu enfant de cœur et que je me suis intéressé à la vie des prêtres qui étaient là à la paroisse, qui finalement me pousseront à choisir ou à être choisi plutôt
pour aller continuer mes études secondaires au petit séminaire d'Ognondo. Et là, c'était en 86 que j'ai atterri à Nyondo pour commencer cette école. Là, la vie changeait, vraiment. Je me rappelle quand mon père m'a accompagné pour aller à Nyondo. Donc, nous avons déjà fait à pied d'Obugarama à Kamembe pour prendre la vedette qui était là. Toute la nuit, on a marché à pied. Et Mhm. puis, quand mon papa m'a mis sur la vedette, donc sur l'eau, c'était la première fois que je voyais ça. Mhm. Je n'attendais qu'une parole de mon père de me dire, eh bien, on rentre à la maison, j'aurais accepté parce que j'avais peur. J'avais peur, je connaissais personne et puis le chemin était très long. On passait toute la journée sur le lac Kivu pour aller pour une aventure qu'on ne connaissait pas. Mais je l'ai fait. Donc, je suis allé à Nyondo. C'était pas évident. Là, encore une fois, j'ai compris l'intérêt de la vie de l'internat, où j'ai rencontré d'autres enfants qui venaient de partout et qui venaient de couches sociales très, très différentes de la mienne. Il y en avait qui ne savaient pas déjà parler français, alors que moi, c'était une catastrophe. Je me rappelle, dès le premier jour, quand on est rentré en classe, donc il y avait des listes, il y avait des listes sur la porte. Mhm. Et le premier, donc, dans la liste, il s'appelait Ben Dédard Jean-Claude. Bon, je me dis, tiens. Et le deuxième, c'était Durest Bruno. Et on nous avait dit que c'était des blancs. Donc voilà, la peur continuait. Bon, la peur de découvrir, la peur de l'inconnu. Mais on a commencé comme cela et puis petit à petit, on s'est habitué et on a fini par terminer l'école secondaire. Et parce que nous avons ici belles années avec des prêtres de l'Église catholique qui s'occupaient de nous. Et c'était des hommes vraiment de qualité de qualité. Et c'est là où j'ai découvert effectivement quelle était la vie des prêtres, comment ils étaient. Il y en a qui étaient plus gentils que d'autres, il y en a qui étaient plus intelligents que d'autres, mais tous, ils étaient très utiles aux enfants. Chacun avait une contribution à donner. Et ça, je me suis dit, en fait, l'éducation secondaire, c'était, on l'appelait les humanités. Et c'est là où on devenait vraiment humain. Mhm. Ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des humanités, c'est des personnes humaines à part entière, mais ceux qui ont eu la chance de les faire avaient quelque chose en plus. C'est ce que je me dis et je ne me trompe pas. Et par après, je penserais que s'il fallait vraiment que l'État, par exemple, euh, renforce l'éducation nationale, ce serait au niveau primaire et au niveau secondaire. Les études supérieures, on peut les faire, certes, quelques-uns peuvent le faire, mais vraiment les humanités, c'était pour tout le monde. Voilà Mhm. donc pour l'éducation secondaire. Mhm. Après, il fallait prendre la décision de ce qu'on voudrait faire. Il y en a qui allaient à l'armée, qui allaient à l'école supérieure militaire. Et Mhm. quand on arrivait en cinquième, sixième année, donc les dernières années, on commençait à en parler. L'armée, je savais pas ce que ça voulait dire en ce moment-là. J'en avais eu personne de ma famille qui était officier de l'armée du pays. L'université, oui, on s'y intéressait. Quand on avait les meilleures notes, euh, on ne pouvait pas ne pas se poser la question. Mais il y avait l'autre option du grand séminaire pour aller donc continuer à se préparer comme prêtre cette fois-ci, comme ceux qui nous éduquaient. Ce fut finalement mon choix, donc de continuer pour devenir prêtre. Mais entre-temps, quelque chose s'était passé. Mhm. C'est que en 90, le pays entrait en guerre et j'étais en quatrième année seulement. On ne comprenait pas du tout ce qui se passait. On était à Nyondo, on parlait des Inkotani qui attaquaient. On ne savait pas exactement ce que c'était, mais au fur et à mesure que le pays sombrait dans la violence, là, on a fini par comprendre. Mais en 92, donc, j'ai terminé l'école secondaire, 92, et on a continué pour le grand séminaire. La première année du grand séminaire était à Rutongo. Et Mhm. là, cette fois-ci, les bombes, ça se rapprochait de temps en temps. Donc, on était en classe et on entendait les bombes qui s'approchaient de Kigali finalement. On a terminé l'année très difficilement, donc en juin 92. Et puis, on a finalement continué les deux années de philosophie à Cap-Gaï. Sauf qu'on ne les a pas terminés là-bas, puisqu'en Ouais. 94, justement, tout le pays nous est tombé dessus. C'est parce ce que nous avons vu se passer, justement, alors qu'on était d'ailleurs en vacances de Pâques en ce moment-là. Donc, finalement, si je saute cette étape, je pense qu'on va y revenir. Oui. Euh, on a continué la formation donc à Nyakivanda directement 94. C'était exceptionnel. Nous sommes la première école
qui a commencé juste après la guerre, puisque nous, en septembre, nos autorités, les autorités de l'Église catholique, alors qu'une partie fuyait au Congo, une autre Mhm. a décidé de rouvrir le grand séminaire. Mhm. Et nous sommes les premiers à avoir été au grand séminaire de Nyakivanda. Dès septembre 94, c'était des ruines en fait. On dormait Mhm. dans les ruines, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, mais on dormait dedans. On mangeait du riz et du lait tout le mois, le matin, midi et soir. Personne ne posait la question. Mais à chaque fois qu'on réussissait à dormir quelque peu et à se réveiller, eh bien, la vie était belle. Mhm. On pouvait continuer Mhm. et se faire former. Alors, Mhm. cette formation m'a été très, très, très utile parce que c'était parti pour, en fait, le grand séminaire, c'est 7 ans. Donc, Ah oui. on est resté 5 ans à Nyakivanda jusqu'à ce que donc, je devienne prêtre et que je sois, euh, c'était en 94, le 18 juillet Mhm. 99, c'est là où j'ai été ordonné prêtre à Mushaka pour le diocèse de Cyangugu et j'ai commencé une vie magnifique, une Mhm. vie exigeante de pasteur dans une communauté chrétienne. J'ai- Alors, ouais. je ne sais pas si je peux vous interrompre pour continuer dans l'émission. Donc, je, ce que j'ai retenu, c'est que vous parlez de l'éducation avec beaucoup de chaleur. Je pense que vous avez eu une très, très bonne expérience à l'école. Vous avez apprécié l'éducation que vous avez eue. Vous parlez des humanités, justement, cette période qui vous a marqué. Et je pense que l'éducation, absolument, elle est très importante. Donc, dans Zahara, j'ai marqué jusqu'au petit séminaire et puis au grand séminaire. Et puis, vous êtes prêtre. Alors, votre engagement dans la politique, comment, très brièvement, comment vous avez fait cette transition justement d'un homme de Dieu jusqu'à la politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Alors, la première mission que j'ai reçue quand j'ai été ordonné prêtre, donc le 18 juillet 99, Mhm. mon évêque m'a nommé déjà comme responsable de paroisse, mais avec une autre mission. Et cette mission, c'était d'être le président de la commission diocésaine Justice et Paix. Alors, cette commission allait vraiment changer toute ma vie parce que j'avais la responsabilité, entre autres, d'aller en prison et de suivre les prisonniers de Cyangugu. Alors, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup qui souffraient. Et je pouvais parler avec eux. J'étais parmi les rares prêtres qui pouvaient rentrer dans la prison pour les sacrements, pour administrer des sacrements et pour écouter les prisonniers. Et alors là, j'allais dire que j'ai fait mon catéchuménat dedans. Parce que j'ai vu ceux qui étaient des responsables politiques, par exemple, des hommes très intelligents, des hommes brillants, mais qui croupissaient dans les géoles là, à Cyangugu. Et là, il parlait d'injustice, il parlait de violence, il subissait trop de violence de la part du pouvoir qui venait de s'installer à Kigali. Et je pense que c'est en ce moment-là que je me suis posé vraiment la question de la vie du peuple, de la vie des gens, de la justice et de l'injustice dans le pays et de comment, parce qu'il y avait beaucoup de terreur à la prison de Cyangugu et de la valeur humaine par rapport aux autorités qui maltraitaient le peuple. Mhm. Et là, je me suis dit, ah, pourquoi les autorités ils sont comme ça, les nouvelles autorités ils sont comme ça? Pourquoi ils sont si violents? Parce que ils commettaient en fait beaucoup, beaucoup de crimes, mais ils les cachaient. Mais en prison, tout sautait aux yeux. Vous Mhm. voyez ces gens malheureux qui étaient là, qui attendaient la justice, mais qui savaient qu'ils n'en auront pas. Mais il y a quelque chose de spécial qui m'a touché là, dans cette pastorale de la prison. C'était l'espoir que les prisonniers avaient quand un homme politique avait parlé. Surtout un homme politique de l'opposition. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Faustin Touadéra-Moungou qui, de temps en temps, avait la chance de parler à la BBC, par exemple, de la Belgique. Il parlait à la BBC et disait que les choses pouvaient bien changer, que l'opposition avait envie de changer les choses. Mhm. Après lui, c'était Victoire Ingabire, Madame Victoire Ingabire. Et quand Victoire Ingabire avait parlé, ah, les prisonniers disaient une phrase très particulière qui m'a marqué en disant, quand Umuhoza va venir dans notre pays, eh bien, Mhm. on sera tous dehors et on sera consolés. Parce que Umuhoza, ça veut dire consolatrice. Donc, Ouais. ils avaient cet espoir que quand Victoire serait de retour au Rwanda, qu'ils seront peut-être, qu'ils auront la justice qu'ils n'ont pas eue. Mhm. Et finalement, Victoire viendra et bon,
On en parlera peut-être à une autre occasion, mais Oui. elle a fait son travail et elle continue de faire son travail. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, Mhm. quand j'ai été ordonné prêtre, je n'avais jamais pensé à m'engager en politique. Je pensais que j'allais faire mon travail comme pasteur, que ça suffisait. Mhm. Mais avec la pastorale que j'ai fait en prison et la pastorale que j'ai fait en paroisse, c'est parce que je voyais tous les Mhm. dimanches devant 2 000 à 3 000 personnes, le désespoir, mais aussi qui se mêlaient à l'espoir quand on disait que les choses pouvaient changer. Mais surtout, je voyais les gens, surtout les intellectuels, qui disparaissaient au fur et à mesure que les jours passaient. Donc, le dimanche, je disais la messe, il y avait peut-être les directeurs d'école, et le dimanche d'après, ils avaient disparu. Et là, je me suis dit, ah, le pouvoir, est-ce que pourra continuer à être comme ça? Alors, j'ai commencé, Juste. j'ai commencé à faire quelque chose en somme là. Je me suis dit, on ne va quand même pas se taire devant une injustice pareille. J'ai commencé à parler. Et C'est quand ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais bien savoir votre réaction. Avez-vous parlé à quelqu'un ou bien ce sont des pensées qui juste trottaient dans votre tête? Alors, je pourrais dire que c'était mes premiers pas en politique, puisque je commençais à sortir cette fois-ci de mon église, de mon église pour parler publiquement de l'injustice que je voyais devant moi. D'abord, je parlais avec les responsables qui étaient là, parce que vous savez, la paroisse avait une responsabilité, les prêtres de paroisse avaient une certaine responsabilité par rapport aux écoles et par rapport aux hôpitaux et centres de santé. Donc, il y avait des intellectuels qui étaient toujours en contact avec nous. C'est eux qui nous racontaient ce qu'ils vivaient au village chez eux. Alors, je me suis dit, bon, je suis quand même pasteur et je suis censé être un prophète. Donc, je ne vais pas me taire. J'ai commencé à, à parler dans une situation très, très précise. Parce qu'une dame est venue me voir et cette dame avait son mari en prison. Et puis, il lui avait laissé des enfants et dont elle devait s'occuper toute seule. Et les enfants étaient à l'école secondaire et devaient, par exemple, payer les frais de scolarité. Sauf qu'en 98 ou 99, le gouvernement commençait une nouvelle guerre au Congo. Ah, oui. Et là, le gouvernement avait décidé qu'il coupait les salaires des enseignants et des autres pour financer la guerre. Et tout le monde le savait. Et cette dame pleurait chez moi en disant, donc on a pris mon salaire, donc je ne sais plus m'occuper de mes enfants. Ah là, j'ai senti quelque chose qui ressemble à de la... Je ne sais pas, j'étais fâché. J'étais fâché, et puis quand j'ai dit la messe, tout d'un coup, je me suis mis à parler de cette situation. En disant, voilà le gouvernement, il vous pousse à donner votre argent pour acheter des armes. Et les armes servent à quoi? À aller tuer vos frères et sœurs qui sont ici à côté au Congo. Parce que j'étais à Nyamasheke, donc c'était tout à côté. Et je ne sais pas comment cela est sorti. J'ai dit, vous pouvez donner tout l'argent que vous voulez pour acheter des balles. Mhm. Donnez, donnez-en assez pour acheter les balles qui vont me tuer moi-même, parce que moi, je ne donnerai pas un sou. Alors là, oh là 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 là, je ne savais pas ce que je provoquais. En plus, je ne l'ai pas dit dans une seule paroisse, parce que ce dimanche-là, je devais dire la messe dans 3 paroisses, et partout, je l'ai dit. Alors, ils ont compris que c'était de la politique, que j'étais un Interahamwe avéré, et que je mobilisais le peuple contre le pouvoir. Alors, j'ai failli passé, quoi. J'ai failli être assassiné. J'ai été interpellé à la préfecture. Ils ont fait un dossier jusqu'à la présidence en disant que j'étais une force négative. Mais c'est comme ça que c'est parti. Et par après, je ne savais plus m'arrêter de toute façon. Voilà. Alors, moi, quand vous parliez justement de ce cas précis de cette dame, et ça m'étonne beaucoup que déjà en 98, on savait déjà que l'État achetait des armes, ça c'est une petite parenthèse, achetait déjà des armes et que déjà c'était pour aller faire la guerre au Congo. C'est incroyable. Et combien d'années après, et que c'est toujours le même problème. C'est une petite parenthèse, mais que les Rwandais savaient très bien ce qui se passait, ce que c'est déjà ce gouvernement faisait. C'est assez grave. C'est assez grave. Parce que cette guerre avait commencé en 96, en fait. Ah oui. Donc, ils avaient commencé la guerre au Congo en 96 quand ils détruisaient, je crois, les camps de réfugiés, mais ça s'est intensifié. Je crois que c'était la deuxième guerre du Congo en ce moment-là, 98, 99, 2000. Ce n'était pas la deuxième guerre du Congo, mais Mhm. tout le monde pensait que ça allait s'arrêter vite. Oui. Personne ne savait que ça allait durer 30 ans, plus de 30 ans. Voilà. Alors, je me dis que si vraiment les Rwandais avaient la possibilité de parler,
de dire ce qu'ils ont vécu, de témoigner. Je pense que beaucoup de vérités iraient sur la lumière, hein, beaucoup de vérités, car Absolument. ces veuves, toutes ces veuves savent très bien ce qui s'est passé, surtout savent très bien ce qu'ils ont perdu, leur mari ou etc. Mhm. Ils ont Voilà. beaucoup encaissé, ils ont beaucoup Mhm. encaissé. Et Mhm. depuis ce temps-là, il y en a qui portent toujours cette croix jusqu'à présent, mais beaucoup sont morts entre-temps. Mhm. Ouais. Voilà. Donc, pour continuer, donc, vous avez commencé à, déjà dans votre paroisse, dans votre pastorat, dans le pastoral à la prison, avoir des injustices, justement, de vous indigner sur ces injustices. Alors, maintenant, vous n'êtes plus au Rwanda. Où habitez-vous maintenant? Alors, donc, j'ai tenu, comme je suis devenu donc prêtre en 99 et responsable de paroisse, donc j'ai tenu quand même 4 ans ou 5 ans. J'ai tenu à militer, à lutter autant que faire se pouvait. Donc, dans le cadre de ma paroisse, je n'avais pas d'autres missions à côté. Donc, les paroisses, et puis dans l'enseignement, parce que entre-temps, j'ai été aussi enseignant dans des écoles privées des paroisses et surtout au petit séminaire de Tchangougou à la fin. Donc, j'étais nommé préfet des études des 2 dernières années. Et puis, je ne pouvais plus tenir. Et le gouvernement ne me permettait pas. C'est en ce moment-là que j'ai su que le gouvernement n'était pas prêt à accepter des pasteurs qui avaient une parole prophétique, qui voulaient parler pour le peuple. Donc, ils me l'ont signifié par divers moyens, par diverses pressions, pour savoir que je n'avais pas ma place au Rwanda, tout simplement. Donc, je n'avais plus les moyens d'accomplir ma mission, donc j'ai décidé de partir. Et c'était en décembre 2005, donc j'ai atterri en France. Et en France, donc là, j'arrivais pas à dormir en fait. Pendant 6 mois, j'arrivais pas à dormir. Je pensais au Rwanda. Je voulais retourner au Rwanda. Je savais pas ce quoi faire. En même temps, je me disais qu'il fallait faire quelque chose, mais je savais pas exactement. Et c'est dans ces circonstances que j'ai décidé, justement, rappelez-vous le principe, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez devenir quelque chose, il y a des choses à apprendre, des choses Yeah. à comprendre et des choses à faire. Et là, je me disais, je ne sais même pas comment on gouverne un pays. Je ne sais pas pourquoi ces dirigeants ils font les choses comme cela. Je me suis résolu à 35 ans à retourner sur le banc de l'école. Donc, pour faire de la philosophie politique, pour faire du droit, pour essayer de comprendre beaucoup plus de choses et d'apprendre beaucoup plus de choses, parce que je me disais, je ne peux rien faire dans la situation où j'étais. C'est comme ça donc que j'ai rentré à la faculté de l'université de Rouen et du Havre plus tard pour faire du droit et, et de la philosophie politique, ce qui m'a énormément, énormément servi. Aujourd'hui, donc, j'étais en paroisse, donc j'étais en paroisse encore une fois. J'ai été en paroisse de 2006, de 2005 à 2012. Je vais vous raconter quelque chose parce que là encore, malgré ce que j'avais commencé à faire au Rwanda, quand je suis arrivé en France en 2005, j'ai été rendre visite à des hommes politiques, et notamment celui-là qui donnait beaucoup d'espoir aux Rwandais prisonniers là-bas. Faustin Touadéramou, c'est la première personne que j'ai visitée. Je lui ai dit, qu'est-ce que l'opposition fait ici en exil? Je suis arrivé le 18 décembre 2005. Le 19, je suis parti en Belgique pour aller le voir. Il est la première personne à m'avoir reçu très agréablement et puis très aimablement. Mais il m'a dit, nous ne faisons rien. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Nous ne faisons rien. Comme j'étais choqué, il me dit, mais toi, Ça me choque aussi beaucoup, hein. c'est ce qu'il m'a dit. Mais il a ajouté quelque chose. Il était très malin. Ce Mhm. qu'il ce qu'il m'a dit ensuite, il a dit, mais si des jeunes comme toi décident de faire quelque chose, moi, je vais les soutenir. Mhm. Donc, Ok. finalement, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Si vous Mhm. décidez, vous les jeunes, de faire quelque chose, je vais vous soutenir. Et cette parole m'a aidé aussi. Je me suis Mhm. dit, bon, voilà, mais j'y ai pensé beaucoup. Donc, j'ai fait toutes ces études-là en me taisant et en essayant d'apprendre. D'apprendre à l'école et apprendre auprès des personnes comme Fossé Twagiramungu, qui étaient dans la politique active depuis longtemps. Mhm. Jusqu'au jour où, après avoir reçu un certain bagage, surtout en droit, donc en 2011, j'avais terminé ma licence, j'étais déjà en master de droit. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose.
Encore sur quelque chose là, c'était très modeste, c'était par rapport à ma vie de prêtre, parce que j'étais en paroisse. Donc j'ai été en paroisse 3 ans, 4 ans plutôt, dans le diocèse de Rouen, et Mhm. puis 3 ans dans le diocèse du Havre, en même temps que les études. Et là, je me suis dit, on va faire quelque chose. Alors j'ai consulté un autre prêtre, qui était un ami, avec qui j'avais vécu d'ailleurs, j'avais travaillé au petit séminaire de Tiangougou, qui s'appelle Fortunatus Rodakemwa, et avec lui, nous avons lancé un site internet, simplement, pour Mhm. dire nos idées. Moi, je me disais, bon, voilà, je vais seulement parler de la situation des lois et de l'injustice au Rwanda par rapport à ma formation de juriste. Mhm. Et lui allait parler de l'histoire, de l'histoire. Et au début, tous les articles qu'on faisait sur ce site, c'était vraiment dans ce domaine, et puis on était prêtre en paroisse, on ne voulait pas faire autre chose, on ne pensait à rien d'autre, c'était que ça. Sauf que dès le premier jour, dès que le site était lancé, il y avait quelque chose de nouveau. C'est que nous, on voulait parler librement, on Mhm. voulait parler ouvertement, on signait nos articles, on mettait nos noms, et un peu plus tard, on mettait nos photos, et ça, c'était C'était nouveau, hein? inhabituel, quoi. C'était Mhm. nouveau. Ouais. Je me rappelle quelqu'un qui m'a appelé au Rwanda, du Rwanda, parce qu'on mettait Mhm. même nos adresses et nos numéros de téléphone. Et j'habitais le Havre. J'habitais le Havre, ici où je suis assis même maintenant. Donc j'habitais ici. Et quelqu'un m'a appelé du Rwanda et j'ai décroché. Il a dit, vous savez, c'est lui. Et il a raccroché. Ah. Donc, il n'en revenait pas que ce soit vraiment moi. Pour Mhm. dire la peur, l'état de peur et de terreur que le FPR avait, Mhm. disons, mis partout, que ce Mhm. soit dans le pays ou à l'extérieur. Donc, c'est le premier engagement que nous avons fait de dire des choses et puis ça nous a attiré les foudres de Kigali, l'évêque s'y est mis parce qu'on le menaçait de mort, parce qu'il devait nous faire taire. Et cette guerre, on est en 2011, cette guerre continue jusqu'à présent. Ouais. Mhm. Jusqu'à présent. Mhm. Et malgré tout, on a continué jusqu'à ce que, alors je vais m'arrêter là, jusqu'à ce que, en 2013, Mhm. je décide, parce qu'il y avait beaucoup de menaces de la part de Kigali, et puis il y avait des menaces aussi du côté de l'Église du Rwanda, parce que mon évêque me disait, tu dois rentrer. Vous savez, le pouvoir ne voulait pas que je parte. Le pouvoir voulait que je rentre, vous savez, vous comprenez pourquoi. Ouais, ouais. Et l'évêque Mhm. s'y est mis à me forcer à rentrer. Mhm. Je lui ai dit, et il y avait une menace très sérieuse, puisqu'il disait, Mhm. tu as un titre de séjour, l'autorisation de rester en France, parce que je te signe un contrat. Ah Si tu oui. ne veux pas te taire, je ne signerai plus ton contrat, donc tu seras obligé de toute façon de rentrer. Vous C'est comprenez? vraiment une menace. C'était une menace bien claire, hein? Il est vrai, il est vrai. Mhm. Mhm. Sauf qu'il ne savait pas une chose. Mhm. Et je pense que le FPR parfois oublie que quand on arrive ici, on a quand même des yeux assez ouverts assez tôt. Oui, oui, oui. Personne ne savait que j'avais déjà la nationalité française en ce Ah. moment-là où il me menaçait de Mhm. rentrer. Et ça m'a servi énormément. Aujourd'hui Mhm. encore, je travaille pour que les gens qui viennent aient très facilement, pas facilement, en tout cas, sans perdre de temps, aient les papiers pour rester ici, que ce soit le statut d'asile politique, que ce soit les conseils que je donne aux gens pour demander la naturalisation, pour qu'ils aient la liberté de pouvoir voyager ou de pouvoir travailler. Oui. Alors, 2013 arrive et je me dis, encore une fois, j'avais appris quand même beaucoup de choses entre-temps Mhm. et j'avais photographié l'espace politique de l'opposition à l'étranger. Je savais qui exactement était dedans. Mhm. Je savais les difficultés qu'ils rencontraient. Mhm. Et quand nous avons commencé le site Internet, je parlais particulièrement de deux personnes que j'appréciais beaucoup. Donc, c'était Faustin Touadéra-Mongo que j'appréciais énormément. Que le Seigneur, que la terre lui soit légère. Et puis, il y avait un autre homme qui émergeait, qui s'appelait Paul Rusesabagina. C'était de ces deux personnes, je disais beaucoup de bien, parce que j'avais l'espoir que autour d'eux, on pouvait organiser quelque chose, on pouvait continuer à allumer la bougie d'espérance. Je respectais beaucoup ces hommes. D'ailleurs, ça n'a pas changé par après, sauf que à un certain moment, j'ai découvert que il fallait plus que ces deux personnes. Il Mhm. fallait une vraie équipe, une grande équipe, une équipe plus puissante pour pouvoir, eh bien, affronter le FPR et que nos aînés n'étaient pas à mesure de faire. Personne ne me comprendra de toute façon.
J'ai une petite question de curiosité. Justement, on a parlé de la peur de beaucoup de monde, même assis en France ou dans d'autres pays, les gens ont peur du FPR. Et j'entends de ce que vous nous dites que vous n'avez jamais hésité. Au lieu d'arrêter, vous avez toujours fait des pas vers plus de connaissances, plus de résister pour continuer. Alors moi, je me dis justement, comment vous avez fait pour cette peur-là? Vous n'avez pas peur? Comment vous avez fait, vous, pour avoir cette détermination jusqu'à continuer malgré toutes ces menaces? C'est Hmm. quoi votre secret? Alors, je sais très exactement pourquoi je suis arrivé à surmonter la peur. La peur, on ne peut pas dire qu'on n'a jamais peur. Ce serait pas vrai. Mais il y a quelque chose qui m'a aidé. Au grand séminaire, j'avais travaillé sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'était la résurrection des morts. Donc, la foi chrétienne, la foi catholique, la foi chrétienne qui inculque à nous qu'après la vie d'ici-bas, la vie continue dans l'au-delà. Et cette information a été capitale pour moi. Ce n'était pas seulement une information, c'était toute une formation, c'était des exercices de prière pour penser vraiment que de toute façon, la vie d'ici-bas, c'est pour un temps. Et les proverbes disaient combien de temps avons-nous posé la question, combien de temps avons-nous à vivre ici-bas? 70, 80 pour les plus vigoureux. Vous voyez, Madame Claudine, j'ai 55 ans. Je ne Mhm. sais plus combien d'années me reste, mais en même temps, on sait qu'une fois né, on est assez âgé pour mourir. Ce Mhm. secret-là, Facile. il est très important. Donc, une fois né ou conçu, on est assez Mhm. âgé pour mourir. Donc, la foi chrétienne m'a énormément aidé et elle a révolutionné ma mentalité, elle a révolutionné mes façons d'affronter des situations de peur. Mhm. Et je pense que c'est la clé, c'est le seul secret. Après j'ai quand même fait une autre formation. C'était une formation que j'ai faite dès le grand séminaire de la non-violence. Et j'avais suivi les gens comme Gandhi, essayer de comprendre ce qu'ils avaient vécu Mhm. de leur temps et de leur situation. Tout cela Mhm. m'avait aidé. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'évêque m'avait nommé immédiatement après mon ordination, responsable de la commission justice et paix, parce Mhm. qu'il pensait que ces problèmes m'intéressaient énormément et que j'avais un peu de courage pour les affronter. Mhm. Après, la connaissance aussi, la connaissance Mhm. surtout en droit, m'a énormément aidé, parce que quand on parle et que on sait de quoi on parle, ça augmente quelque chose au courage. Et tout Mhm. ça, ça m'a aidé. Après, je crois que le Seigneur m'a aidé. Et puis, Mhm. les amis que j'ai rencontrés sur la route, les amis Mhm. qui ont accepté de s'engager avec moi dans les partis politiques et ailleurs, ils ajoutent toujours quelque chose à ce Mhm. courage qui ne doit pas être d'une seule personne seulement pour avancer ou pour changer les choses. Mhm. Mhm. Merci beaucoup. Mhm. Oui. Oui. Alors, si nous revenons un petit peu, aujourd'hui, nous sommes ici justement pour parler d'une nouvelle coalition. Mais avant de nous parler d'une coalition, avant de parler de cette nouvelle coalition, justement, vous avez pensé, vous avez fait ce site Internet qui s'appelle Le Prophète, n'est-ce pas? Le prophète Paul. Après, oui, voilà, après en 2013, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Alors, en 2013, donc, on a fait ce site. On était prêtre en paroisse encore. Mhm. Sauf que, donc, en 2012, j'ai divorcé avec mon diocèse qui me disait justement Mhm. de me taire ou de rentrer au Rwanda. Mhm. Alors, on a fait une réunion avec l'abbé Fortunato. On était des prêtres. Lui, il était en Italie, moi, j'étais en France. Mhm. Il disait, voilà, on nous menace, donc il faut qu'on s'arrête. C'est lui qui m'a dit ça. Alors, je le comprenais parce qu'il est 10 ans plus que moi. Donc, moi, je dis que Mhm. j'ai 55, lui, maintenant, il a 65, donc il doit être plus sage. Il me Mhm. disait, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Alors, je lui dis, à l'état où je suis, moi, je ne m'arrête pas. Mhm. Toi, peut-être, tu peux te taire pour un temps, mais moi, je ne me tairai pas, je vais continuer. On est en 2012. Alors, j'ai dû écrire une série de lettres avec l'évêque, avec l'évêque, jusqu'au jour où j'ai décidé et je lui ai dit, voilà, moi j'arrête la mission en paroisse le 31 août 2012 et je prends un temps sabbatique, je vais prendre mon temps pour savoir ce que je dois faire. Mais j'avais en fait décidé. Alors, j'ai quitté tranquillement la paroisse où j'étais, comme prêtre en temps sabbatique, et je suis allé aux États-Unis. Aux États-Unis, je suis resté 2 mois, mais je me posais la question. J'étais seul, j'étais en retraite, je me disais que j'étais peut-être fou et que je ne savais pas. Parce que là, j'ai eu peur quand même. Je me suis dit,
encore la peur de l'inconnu un tout petit peu. Ouais. Donc, je Mhm. quitte ma mission, je sacrifie tout, je vais m'engager dans des choses que je ne comprenne, que je ne comprends pas encore vraiment, mais j'avais envie de faire quelque chose. Pas pourquoi? Parce que j'ai parlé de mes aînés. Il y avait Faustin, il y Mhm. avait Paul Rusesabagina qui essayait, qui se débattait pour faire quelque chose. Mais Mhm. j'avais déjà compris que autour d'eux, il n'y avait que le vide en fait. Il n'y avait que le vide. Ces hommes étaient très courageux. Ces hommes voulaient vraiment faire des choses. Mais Mhm. autour d'eux, je voyais qu'il y avait le vide. Il n'y avait personne en fait. Il n'y avait personne qui avait la volonté comme eux de faire changer les choses. Alors je me suis dit, je vais me lancer dedans. Mais en me lançant dedans, je voulais travailler autour d'eux. Je voulais travailler avec eux. Tout simplement, c'était les seules personnes que je connaissais qui pouvaient m'initier et m'introduire. Je n'étais pas encore les leaders numéro un pour ces choses, mais je voulais travailler pour eux et avec eux. Bon, les circonstances ont fait que euh, c'était pas possible, en fait. Même si j'aidais en- derrière le rideau, mais Mhm. le jour où j'ai décidé que je voulais m'engager aussi pour faire partie de l'équipe, eh bien, les choses ont changé. J'ai trouvé, en fait, et ça, c'est un secret, je peux le dire aujourd'hui, eux-mêmes n'étaient pas prêts. Mhm. Eux-mêmes n'étaient pas prêts. Mhm. Ça, c'est très difficile de l'expliquer. Ils n'étaient pas prêts ou bien ils voyaient pas les choses de votre façon ou bien ils avaient une autre façon de faire qui n'était plus, euh, comment on va dire, qui n'était plus alignée avec le temps qui était actuel ou pouvez-vous m'expliquer comment Je l'expliquerai simplement par rapport au principe sur lequel j'ai commencé. Si vous voulez faire de grandes choses, mhm. il y a des choses à apprendre, Ouais, ouais, il ouais. y a des choses à comprendre et il y a des choses à faire. Mhm. Si vous voulez changer les choses dans un pays, donc au niveau politique, vous devez vous préparer comme des politiciens, des hommes politiques. Et Mhm. la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est de pouvoir préparer une équipe. Yeah. Si vous n'êtes pas en train de préparer une équipe, si vous êtes sans équipe, vous pouvez beau parler, vous pouvez Ouais. dire des choses qui sont très très utiles, mais vous n'y arriverez jamais. Personne ne me contredira, on n'y est pas arrivé. Alors c'est là où je dis, et je le disais ouvertement, je n'ai pas triché, je n'ai pas parlé d'aller le dos, j'ai dit, il faudrait penser à composer des équipes. Donc, Mhm. c'est ce qui a poussé que, c'est ce qui me pousse à dire que ils n'étaient pas encore prêts pour faire ça, ou plutôt ils étaient aussi fatigués parce que Ouais. ils avaient lutté longtemps. Toi, Diramongo, il avait perdu beaucoup de monde. Il avait lutté dans l'opposition. À mon avis, il était fatigué aussi. Bon, voilà. Ouais. Maintenant, il est au ciel, il est parti. Mhm. Paul, je n'en parlerai pas puisqu'il est toujours en vie, mais bon, l'équipe. D'ailleurs, le jour où je voulais fonder un parti, moi, avec mes amis, c'était en décembre 2012. Et cette date-là, Paul l'a choisi pour fonder aussi officiellement son parti en Belgique. Ah. Et j'étais à cette cérémonie-là. Donc, j'ai poussé mon programme qu'il connaissait déjà. Je l'ai poussé pour janvier de l'année suivante pour lui donner la place et pour ne pas, Mhm. disons, embêter les gens qui voulaient peut-être participer à notre cérémonie et à la sienne. Alors, je trouve que, comme vous disiez, madame, Mhm. en politique, il faut accepter que les gens aient des idées différentes et Mhm. des stratégies différentes. À mon Mhm. avis, Paul avait sa stratégie, que je respecte beaucoup, et Faustin avait sa stratégie. J'étais très attaché plutôt à Faustin au niveau politique. Bon, il avait sa stratégie, on ne s'entendait pas sur ce point-là, de comment organiser les choses. Et puis, ça m'a poussé à dire, voilà, moi, je vais inviter les jeunes, on ne les voyait pas. En ce moment-là, je me croyais jeune, non? 2012, 2013. Vous Jeune. étiez jeune. Bon, Mhm. donc, on a lancé quelque chose. Donc, on a lancé le parti Ishema. Mhm. Encore une fois, avec cette porte-là que j'ai commencé à apprendre comment on met le pied en politique, Mhm. de rien, en fait, dans le vide et que Mhm. tu commences à rencontrer des gens que tu n'as jamais connus, que tu n'as jamais rencontrés, que tu ne connais pas, mais qu'ensemble vous puissiez faire un voyage. Alors, Sophie, un voyage extraordinaire. Le parti chez moi, c'était un tout petit groupe de gens qui étaient déterminés comme moi. On n'avait pas beaucoup de connaissances, on n'avait pas beaucoup d'expérience, même pas du tout d'expérience en politique. On était armés seulement de notre seule volonté de voir changer les choses. Mhm. On a fait ce voyage qui n'a pas duré très longtemps parce que dès 2013, on a dit que nous,
notre stratégie, et ça c'est très, très important, c'était la différence dans l'opposition. Nous, on marquait la direction où on allait. On a fondé le parti le 28 janvier 2013. L'année d'après, nous avons fait un congrès à Paris le premier et nous avons dit, nous irons aux élections au Rwanda en 2017. On Mhm. commence à se préparer. Et les gens ont dit, voilà, les inexpérimentés, on ne peut pas dire qu'on ira aux élections 5 ans à l'avance, mais nous, c'était un cap pour nous aider à nous préparer. Mhm. Et finalement, on a tenté d'y aller. Donc, 5 ans s'est passé très, très rapidement. On a tenté d'y aller. Et ce qui m'a dit qu'on avait fait quelque chose, qu'on avait peut-être fait bouger les lignes, Ouais. c'est qu'on ne nous a même pas permis d'atterrir à Kigali. Si on était sans importance, si on Ouais. n'était rien du tout, pourquoi le pouvoir aurait milité pour nous empêcher de rentrer à Kigali? Qu'en Oui, pensez-vous? justement, pourquoi est-ce qu'on vous a empêché, justement? Qu'est-ce que vous aviez qui a fait que ils ont eu peur de vous? Combien vous étiez et puis pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur de vous, justement? Le groupe, l'équipe du parti chez moi était tout petit, c'était une petite équipe. Et puis, il était rempli de gens qui avaient peur plutôt, qui avaient peur. Je, je vois le jour où on a décidé, on a fait le congrès pour y aller. Moi, j'étais déterminé. Je vous ai dit, mon secret n'avait pas changé à ce moment-là. Je me suis dit, j'y vais. Et tout le monde me disait, c'est pour te faire assassiner. Je disais, tant pis, mais on y va. Alors, les gens sur qui je comptais pour m'accompagner n'ont pas, ils n'ont même pas osé dire, bah, on va essayer. Ils ont dit, nous, on n'y va pas. Donc, ce qui fait que 2 personnes seulement, en plus de moi, ont décidé. C'était une dame qui s'appelle Claire Nadine Kassing, qui était au Canada, mariée, qui venait d'accoucher, qui venait d'avoir un jeune enfant, et puis un autre qui s'appelle Venant, un jeune qui était au Malawi. Les deux seulement, on s'est retrouvés, on a décidé de faire le voyage ensemble pour y aller, et on nous a arrêtés à Nairobi pour nous empêcher de continuer. Pourquoi le FPN nous a empêchés de rentrer? En fait, c'est là où j'ai vu que ils étaient méchants, mais ils étaient stratèges. Mhm. Parce que s'ils nous auraient laissé y aller, rappelez-vous, il s'était passé des choses avant. Oui. Faustin Touadéramongo avait tenté des choses en 2003. Mhm. J'étais là, j'étais sur place, j'étais prêtre en ce moment-là. Pour moi, il avait gagné les élections, mais il n'était pas proclamé vainqueur. Oui. C'est Mhm. différent, c'est très différent. Mhm. En 2010, Victoire était partie pour ça. Elle était en Justement. prison en ce moment. Mhm. Et moi, je sais en 2017. On ne refait pas la même chose, moi, on m'empêche d'atterrir à Kigali. Moi, j'ai compris, c'est là où j'ai compris une chose, la parole des prophètes. L'aurore que j'avais de pasteur, j'avais commencé, Mhm. ce aurore-là, ils avaient vu certainement que j'avais pas peur, la question que vous m'avez posée. Mhm. Et quand vous n'avez pas peur, s'ils sont terrain-là, Mhm. vous changez les lignes des choses, vous Mhm. changez les choses. Mhm. Et là, il l'avait vu. Maintenant, une dame s'y mettait avec un bébé dans son dos, et puis un jeune. Ça, c'est encore une fois les dames. Les dames, quand ils s'y mettent, quand Ouais. ils décident de sacrifier leur vie avec leur bébé, même les animaux, ils comprennent que les choses vont C'est très changer. symbolique, oui. C'est vraiment très symbolique qu'une dame ose faire ce choix de partir. Justement, je me disais avec ce qui s'était passé avec Victoire Ingabire, je comprends aussi que dans votre équipe, il y a des gens qui ont eu peur parce que il y avait eu cette expérience-là qu'elle a été, tout de suite été emprisonnée. Donc le Rwanda fait tout, peut-être justement pour intimider, pour que justement les autres n'osent même pas faire le pas. C'est ça. Donc, Et ils font peur et c'est leur stratégie, c'est la meilleure. Ils font peur à tout le mm, monde. Ils utilisent le terrorisme, la mm, terreur pour empêcher ouais. les gens, d'avancer, de s'engager. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez incroyable que vous prenez un avion, vous arrivez jusqu'à Nairobi et que une compagnie aérienne vous empêche d'embarquer dans cet avion par ordre de qui? Est-ce que peut-être il y a des gens qui viennent de vous découvrir, d'entendre pour la première fois cette histoire. Comment ça se fait qu'un pays peut empêcher un citoyen de rentrer? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment expliquer ça? Je trouve que c'est très extrême. C'est-à-dire, cet acte fut fondateur pour moi. J'ai senti pour la première fois que j'étais un homme politique à Nairobi.
Mhm. C'est vraiment en ce moment-là que je l'ai senti. Parce que en préparant notre voyage, on voyait des scénarios, on a revu on a passé en revue tous les scénarios possibles. Mhm. Et on disait, bon voilà, ils peuvent nous mettre en prison, ils peuvent même nous assassiner. Mhm. Et il y a quelqu'un, et je me rappelle très bien, d'un certain Jean Damascène Ntaganda qui est toujours présent aux Pays-Bas, qui nous disait, et pourtant, ils peuvent vous empêcher d'atterrir à Kigali. Mhm. J'ai immédiatement répondu, mon cher Jean Damascène, ne nous fait pas perdre du temps, ça, c'est impossible. Mhm. Je ne vois pas le FPR nous arrêter, nous empêcher d'atterrir à Kigali. Ça, c'était, c'était pas parmi mes prévisions, en tout cas. Mhm. Mhm. Et pourtant, ça s'est passé, justement. Les gens, ils ne comprennent pas la valeur de cela. Il s'est passé beaucoup de choses parce que, avant de partir, ils ont fait toute une pression sur nous en utilisant celui qui était ambassadeur aux Pays-Bas, encore une fois. C'était Olivier Ndoungué, Ah le bon. même, qui Mhm. passait toutes les journées en disant que c'était du bluff, que je voulais que les gens me donnent de l'argent. Mhm. Heureusement que personne ne m'a donné cet argent-là. Bon, que je suis en train de mentir, que je n'oserais pas prendre l'avion pour y aller. Bon, nous, on disait simplement, et pourtant, on vient. Mhm. Le jour même où nous avons décidé, on était à Paris, le président Paul Kagame a parlé de nous. Ah, Il a parlé de nous, vous pouvez retrouver les émissions, parce qu'il oui. disait, comme il a l'habitude de le faire, bon, Mhm. j'ai entendu qu'il y en a qui vont venir, qu'il y avait un prêtre qui va venir. Il semble même que la justice a des choses à lui demander. Ah bon. Alors, la BBC qui ne me donnait pas d'habitude d'occasion de parler, ils me sont tombés dessus. J'étais à Paris à l'aéroport, ils me disaient, pourquoi tu pars? On va te mettre en prison. Le président Kagame Mhm. a parlé. Je leur ai dit, eh bien, ah, laissez-lui faire son travail, qu'il prépare là où il va nous emprisonner ou nous assassiner. Mais nous, notre travail, notre responsabilité, c'est d'y aller. Et nous y allons. Mhm. Eh bien, on a embarqué. J'ai embarqué à Paris. J'étais avec Nadine, que j'ai retrouvé à Paris. Il venait du Canada. Et puis, mais à chaque fois, tout le monde nous disait en fait qu'on allait se faire assassiner, qu'ils ne comprenaient pas comment on était assez bêtes pour aller mourir gratuitement à Kigali. Nous, nous avons dit, on y va. Et puis, euh, on pensait qu'à Paris, on n'allait pas. J'avais un passeport français. Je me disais, il y avait énormément de tensions. D'ailleurs, avant Mhm. de partir, les services français m'avaient mis en réunion et me disaient, tu vas faire quoi? C'est Et moi, incroyable. oui, 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 tout le monde me disait ça. Il me disait, j'avais discuté avec une dame qui était responsable Mhm. de ces services, ici même au Havre, qui me disait, Mhm. tu ne dois pas y aller. Je disais, j'y vais. Elle disait, je suis chargé de ta sécurité, tu vas te faire assassiner pour rien. Je disais, j'y vais, je suis rwandais aussi. Donc, ça veut dire que le gouvernement français sait très bien ce que le gouvernement rwandais est capable de faire. Il le savait très bien. Mhm. À la fin, comme j'étais intraitable, Mhm. elle m'a dit, bon, tu sais toi-même qu'il n'y a même pas d'ambassade à Kigali. Donc, personne ne pourra t'aider. Oui. Mais de toute façon, si tu y arrives, essaie quand même de parler avec le personnel qui est sur place, mais n'attendez pas beaucoup d'aide de notre part. Mhm. Ça, j'avais le message très, très clair. Donc, je partais sans eux. Mhm. Mais ce n'était pas la vie de Kigali. C'était pas la vie de Kigali en ce moment-là. Je vais te raconter pourquoi. Parce Mhm. que arrivé, donc, on a passé l'aéroport de Paris, on nous a laissé partir. Mhm. Mais mon cœur me disait, j'étais en paix, encore une fois le secret. J'étais Mhm. en paix, je me disais, pourquoi toute cette paix? C'est comme si je n'allais nulle part. Et pourtant, je voyais que les choses allaient. Les autres me disaient, me criaient dessus en disant qu'on allait m'assassiner, mais moi, j'étais vraiment Mhm. en paix. Alors, je me disais peut-être qu'à Amsterdam, on ne va pas nous laisser passer. On Mhm. est allé, on était soupçonnés, on pensait qu'à un certain moment, en fait, on allait nous arrêter. Mais du côté de l'Europe, Oui. Amsterdam, on nous a laissé aller. Mhm. Et puis, nous sommes atterris à Nairobi parce qu'on devait sortir pour prendre les venants aussi qui venaient du Malawi. Mhm. Tout s'est bien passé, sauf quand on est revenu pour prendre la connexion pour Kigali. Oui. Et quand on a mis nos passeports, parce qu'on avait été dehors, Mhm. c'est surtout moi, quand j'ai commencé, non, ça criait. Une sonnette, puis on nous a dit, il y avait des Rwandais qui étaient là, il y a des dames, je me rappelle bien, qui étaient là, qui disaient, toi, tu ne vas pas passer. Vous n'allez pas passer. Donc nous, on était là, on était en train d'attendre, mais ils étaient avec nous. Et Et là, on vous a donné une raison pourquoi vous ne... non, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Ils ont dit, voilà, il y a un ordre, il y a une injonction, vous ne pouvez pas aller. Nous avons dit, qui vous a donné cette injonction? Nous voulons aller chez nous. Mhm. Ils n'ont rien donné. Alors on a dit, nous, on ne part pas d'ici.
C'était vraiment très, très sérieux. Ouais, On a dit, nous, on commence une grève indéterminée jusqu'à ce que vous nous laissiez aller chez nous. ouais. On a été même jusqu'à dire, si nous sommes en faute, mettez-nous des menottes et allez nous jeter sur Mhm. le territoire rwandais, c'est ce que nous cherchons. Oui. Ils Wow. nous ont laissés comme ça, bon, pendant 3 jours. Pendant Ah, 3 jours, on ne dormait pas. On ne dormait pas. Merci d'ailleurs de me poser cette question. Mais non, mais autre parce jour, que c'est important que même les Rwandais se souviennent de tout ce trajet-là, quand même, qui n'a pas été facile. Et cette détermination. donc, on a dormi à l'aéroport, sur Mhm. des bancs, pendant 3 jours. Et Mhm. après le troisième jour, on était fatigué parce qu'on n'avait pas dormi. Donc, Mhm. on était très Mhm. fatigué. Et puis, on avait un enfant. On avait un enfant. Donc, le papa de l'enfant a réclamé pour que son enfant rentre au Canada. Tout a commencé comme cela. Bon, Mhm. après, on ne savait plus retenir Nadine puisque son mari voulait vraiment, ça devenait dangereux. On voyait que ça devenait Oui. Oui. dangereux. Oui. On l'a laissé partir. Et Mhm. quelques heures après le départ encore d'une femme, de la femme qui était avec nous, la police est venue nous chercher. Comme si on était des Elle, bandits. elle était votre protection quelque part. C'est Mhm. incroyable, c'est incroyable. Moi, et venant, la police est venue nous chercher, mais on ne nous a pas menacés, mais on Mhm. devait la rencontrer. Donc, on avait une réunion, et la Mhm. réunion, c'était avec le directeur général de l'aéroport. Donc, ça, donc, Incroyable. et la question qu'il m'a posée, Mhm. qu'est-ce que la France t'envoie faire dans la région? Comprenez? Qu'est-ce que la France t'envoie? Vous vous rappelez comment j'étais parti de la France? Évidemment, même si la France dit on ne va pas vous aider, on ne va rien faire, Mhm. donc au Mhm. moins ils sont informés. Et puis, Oui, ça ne oui, veut oui, pas oui. dire ils savaient que j'étais citoyen français et puis ils connaissent la situation là-bas. Ça ne Mhm. veut pas dire que vraiment ils allaient se taire, tout Mhm. simplement. Mais là, c'est là où j'ai compris qu'on était arrêté, on était empêché parce que la France nous avait envoyé faire quelque chose. Ah. Et puis, dans la réunion, la décision a été prise. Je devais retourner en France, de gré ou de force. Mhm. De gré ou de force. Alors, comme je voyais que c'était décidé, je devais négocier. Venant, qui venait du Malawi n'avait que le document qu'on donne à quelqu'un sans retour, quoi. Parce qu'il n'avait pas de statut de réfugié. Mhm. Alors, j'ai commencé à me sentir mal à cause de lui. Et je disais, Ouais. qu'est-ce qu'il va devenir? Mais moi, j'étais forcé de rentrer. Donc, ils ont envoyé des militaires pour m'envoyer à l'avion, tout simplement. Mhm. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il disait, tu n'as pas la chance d'aller au Rwanda, on ne va pas t'aider à aller au Rwanda, et puis on n'avait pas de problème avec le Rwanda, tu dois retourner chez toi en France. Et jusque-là, vous n'aviez pas de contact avec les autorités. Il n'y a personne des autorités rwandaises qui vous a contacté, rien du tout. Vous Il, n'aviez pas de... il s'est passé quelque chose, parce que des journalistes nous attendaient, on avait négocié avec les journalistes rwandais, nous aussi on s'est fait faire des choses. Donc, on Mhm. avait négocié, il y avait un parterre de journalistes qui nous attendaient à Kigali, D'accord, ok. et il y avait un jeune qui travaillait avec nous, et que le service de renseignement. Il nous attendait de toute façon. Il y avait des espions qui devaient venir dans Oui, oui, notre oui, équipe. oui. Il y avait mon Ah, ok. équipe de Kigali qui m'attendait à Kigali. J'avais Mhm. 8 jeunes qui devaient. On avait une stratégie, quoi. Oui, oui, oui. Nous, on arrivait à Kigali. J'allais aller tous les enfermer dans la maison que nous avions pu Mhm. louer pour passer, Mhm. pour se connaître, pour faire de la stratégie ensemble. Oui, oui, oui. Mais la première chose à faire à Kigali, c'était de parler aux journalistes et de Mhm. dire tout notre programme parce qu'on savait que c'était peut-être la seule chance, l'unique chance Oh, de dire justement. quelque chose. Mhm. Et puis, il y avait un jeune quand même qui parlait avec les services de renseignement, qui lui disait, est-ce qu'on peut les aider? Parce que tout le monde ne savait pas pourquoi on était bloqué à Nairobi. Ah oui. Mhm. Donc, c'est là où j'ai su que la décision venait vraiment de la présidence et pas des autres services, pas d'immigration. C'était la présidence qui décidait à la dernière minute que j'atterrissais pas à Kigali. Mhm. Donc, je te racontais une petite histoire seulement. Donc, je suis parti, j'ai Mhm. été expulsé en fait du Kenya pour Mhm. retourner euh, En France. en France. Et quand je suis arrivé Mhm. en France, j'ai cherché à contacter Venant qui était resté sur place. Et Mhm. je n'ai pas pu le joindre. Alors, je me suis dit, ils l'ont peut-être assassiné. Qu'est-ce qui Mhm. s'était passé? Comme on avait passé, comme on avait passé 3 jours sans dormir, mais c'était 4 jours déjà, lui, Ouais, il ouais. est resté là seul. Donc, Nadine est partie et moi, Ah j'étais oui, parti. oui. Mhm. Le directeur général lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Mhm. Parce qu'il m'avait promis quand même qu'ils allaient s'occuper de lui et pour l'aider à retourner au Maroc. Malawi. Oui. Alors, Venant a demandé quelque chose de Mhm. très particulier. Il a dit, donnez-moi un endroit où dormir, au moins quelques heures. Alors, ils ont dit, on n'a pas de place pour dormir sauf en prison ici à l'aéroport. Il a dit, pas de problème.
Quelle aventure. Ouais. Donc, Venant a dormi en prison, mais il avait son Mhm. téléphone et puis Mhm. les gardiens savaient qu'il était là pour cette raison. Dormir. Sauf Mhm. que le jour d'après, on a changé de gardien. Les nouveaux ne savaient pas pourquoi celui-là était en prison. Donc, ils ont commencé par prendre son téléphone en disant aucun prisonnier ne possède de téléphone. Il était Ok. coupé du monde comme cela. Ah Bon, oui. Mhm. Mhm. heureusement que le directeur m'avait donné un autre numéro quand même à Mhm. contacter. Donc, j'ai crié et puis voilà, on l'a libéré et puis on l'a aidé jusqu'au Malawi. Mhm. Mhm. Il est Mhm. vu quelque part. On l'a poursuivi, le FPR l'a poursuivi au Malawi pour lui faire du mal. Et puis il a quitté l'Afrique, il est quelque part aujourd'hui. Mhm. Il est en Mhm. sécurité. Bon, voilà. Voilà donc notre histoire de retourner au Rwanda. Mais il s'est passé immédiatement quelque chose. Après mon retour ici, je ne me suis pas tué. Mhm. Donc j'ai organisé quelque chose pour aller à Londres, donc au secrétariat général de ces pays anglophones. Oui. Mhm. Et, exceptionnellement, ils nous ont reçus. Ah oui. En Mhm. général, ils ne reçoivent que des États, pas des Oui, partis oui. politiques. Ah oui. Oui, oui. Mhm. Alors, ils ont mis un peu de pression et encore une fois, Kagame a parlé publiquement en disant, comme il a l'habitude, la bonne Oui, oui. habitude de le faire, Mhm. Mhm. je ne sais pas pourquoi on a empêché son prêtre d'aller chez lui au Rwanda. Moi, je l'aurais laissé venir. Alors, j'ai écrit un communiqué en disant, merci, monsieur le président, je prends l'avion suivant et je vais revenir. On a organisé encore le voyage avec Nadine cette Ah fois-ci, oui, toujours. Là, on est en 2000. 17 au mois de janvier. Ah oui, 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 oui. Le premier voyage, c'était en novembre Mhm. 2013. Et Ok, là, ok. on est en janvier 2017. Ah, ok. Monsieur le Président, nous, on vient. Mhm. Bon, on a fait le nécessaire. Nadine a Mhm. quitté le Canada. Mais arrivé Mhm. au Canada, elle m'a envoyé un message en disant, les choses ne sont pas aussi simples comme la première fois. Mais je n'ai pas compris. Ah, ok. Alors, elle est venue à Paris, je l'ai rencontrée à Paris. Alors, on a pris... Non, 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 elle est venue à Bruxelles directement. Ok. Et moi, je devais prendre l'avion à Paris jusqu'à Bruxelles. Mais arrivé dans l'avion à Paris, avant de décoller, j'ai été interpellé dans le téléphone en disant, de toute façon, toi, tu ne vas pas partir. Le gouvernement rwandais ne veut pas que tu partes. Il vaut mieux descendre de l'avion. J'ai dit, je ne descends pas. Je Dans ne descends pas. l'avion. Déjà, vous étiez déjà dans À l'avion. Paris, dans l'avion, à Paris. L'avion. Ils m'ont demandé de descendre parce que le gouvernement rwandais ne voulait pas de moi sur le territoire. J'ai dit, je ne descends pas. Alors, un petit cafouillage, ils ont dit, on fait quoi? Laissez-moi arriver à Bruxelles au moins, Mhm. parce que Mhm. j'ai d'autres membres de l'équipe Mhm. À à joindre. rencontrer, à rejoindre, et puis on va voir ce qu'on doit faire. Ils ont dit, OK. Ouais. Donc, je suis allé à Bruxelles, on est sorti dans l'avion, j'ai Mhm. rencontré Nadine, et puis on a fait comme si de rien n'était. Mhm. On a été embarqué pour Kigali. On a Ah, été embarqué pour Kigali, et quand ils ont pris mon passeport, c'est là où ils ont dit encore une fois, non, toi, tu ne peux pas partir. mhm. Si vous saviez ce que je sentis en ce moment, Mhm. Mhm. de voir les autres partir au C'est Rwanda, de voir les Blancs partir, et moi, je n'avais pas le droit de partir, dans d'aller. votre pays. Là, on a dit, on va faire la guerre ici, on ne va pas faire comme au Kenya. Mhm. Nous allons faire la guerre ici, vous devez nous dire pourquoi nous ne Mhm. devons pas embarquer. Mhm. Et là, ils ont fait quelque chose, un acte assez clair. Ils ont dit, c'est votre gouvernement qui ne veut pas que vous y allez. Et nous avons un document. Nous avons une lettre. Ah Nous avons bon? dit, vous devez nous donner cette lettre-là pour voir, pour être sûr que c'est vrai. Donc, ils ont su la compagnie avec laquelle vous deviez partir. Ils connaissaient déjà, ils ont envoyé à la compagnie aérienne. C'est incroyable. En fait, nous, on le disait publiquement. Ah oui. Parce Mhm. que vous pouvez comprendre, c'était Mhm. notre seule protection. Oui, Il oui, oui, fallait oui. faire les Oui, oui, choses publiquement parce que oui. si vous n'allez pas le devoir Oui, oui, oui. tourner, on vous égouille et personne ne saura. On le Si, disait, si. mais on ne donnait pas les détails. Ils ont eux-mêmes allé chercher. En fait, ils ont écrit à toutes les compagnies. Ah. Parce qu'ils ne savaient pas exactement, ils savaient la date, mais ils ne savaient pas par quelle compagnie. Donc, Mhm. ils ont écrit à toutes les compagnies que des personnes, tel passeport, j'ai vu en tout cas dans la lettre mes passeports français et rwandais, Mhm. que je ne pouvais pas embarquer. Mhm. Bon. Alors là, ils ont dit, voilà, la lettre, nous l'avons. euh, Elle nous l'a montré sur son téléphone. Mhm. La lettre de l'immigration, je l'ai toujours. Dans cette émission, je pourrais vous la donner pour la passer. Il y en a qui pensent que la lettre n'existe pas.
Et Mhm. c'était la même que celle qui nous avait empêché réellement à Nairobi. C'était la même lettre. Déjà. Ok, Mhm. déjà. Alors, encore une fois, les dames. Nadine me dit, elle m'a piétiné un tout petit peu comment on sait le faire, les dames savent le faire. Prends une photo Ouais, 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 ouais. Dans de la lettre. ce document-là. Mhm. Mhm. Je dis, mais les femmes, vous comprenez pas, vous comprenez rien du tout. Il vient de dire qu'il va imprimer Mhm. la lettre pour la donner. Il faut prendre ouais, l'original, ouais, ouais. Je lui dis, ah, Mhm. va te faire voir un tout petit peu discrètement. Je lui ai dit comme ça, Ouais, ouais, en ouais, ouais. disant, on va voir la lettre, on va l'imprimer, Ouais. on va nous la donner Mhm. toute propre. Mhm. Après le départ de son monsieur, Nadine me dit, tu n'auras pas cette lettre. Ah, ouais. Pourquoi tu dis ça? Tu es pessimiste, tu racontes Mhm. n'importe quoi. Mhm. Sauf que 5 minutes, cet homme-là, cet agent revient en disant, en fait, je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas le droit Et puis, mais de là, vous imprimer la lettre, donc vous n'aurez pas. Nadine me regarde, je regarde de côté. elle Quelle, avait raison. quelle Mhm. histoire, quelle histoire. Finalement, donc, pour faire l'histoire courte, Ouais. nous l'aurons par d'autres voies parce que nous avons intenté un procès contre la compagnie. Ah. À Bruxelles. Évidemment, nous avons perdu le procès parce que la compagnie a sorti tous les accords avec les pays en disant Mhm. non, on ne peut pas Mhm. embarquer quelqu'un si l'État On de veut pas. destination Mhm. ne veut pas. Mhm. Mais en même temps, c'est là où, par communication de documents chez les avocats, nous avons eu la fameuse lettre. Mhm. Et c'est ce que nous recherchons en fait. Nous avons payé je ne sais plus combien de milliers d'euros pour avoir cette lettre donc à travers ce procès. Encore une fois, dans tout cela, je me suis dit, ah, la politique a commencé. Ouais. Donc, Mhm. ce sera un long chemin, ce Ouais. sera difficile, et c'est là où j'ai eu l'idée, après Bruxelles, en disant, donc on ne va pas continuer comme on était avec un petit parti. Mhm. Maintenant, on était candidat, on voulait être candidat, on a monté en grade, si j'ose dire. Donc, Mhm. les ambitions sont maintenant nationales et pas d'un petit parti. Il faut fonder quelque chose qui puisse dire à ces Kagame-là que nous aussi, on peut s'organiser pour faire quelque chose. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'un gouvernement en exil. Mhm. Et on Mhm. a appelé toute l'opposition, les forces de l'opposition. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce que nous disions. Il y en a qui ont dit, ah, allez vous faire voir. Donc, on n'est pas prêts, en fait. C'est là où, Mhm. au fil et à mesure qu'on avançait que je voyais que les autres n'étaient pas prêts, Oui. qu'ils étaient occupés par autre chose ou ils ne s'étaient pas préparés comme nous. Ah, Mhm. c'est comme ça donc que le gouvernement a commencé en 2017, au mois de février 2017, par une réunion que nous avons fait à Paris. Et c'était un nouveau chemin, c'était un nouveau voyage qui commençait, donc le voyage du grec, ce qui allait durer 8 ans. Voilà. Mhm. Mhm. Moi, j'aimerais bien un petit peu insister justement sur fonder un gouvernement en exil Mhm. et avoir un parti politique. C'est quoi la différence? Pour quelle force le gouvernement en exil avait qu'un petit parti politique n'avait pas? Pouvez-vous juste nous expliquer ça? Parce que je trouve que c'est important. C'est pour ceux qui n'ont pas compris justement l'importance d'un gouvernement en exil. Alors, stratégiquement, un parti politique pour affronter un exil en plus, Mhm. qui n'a pas accès au peuple directement, Mhm. a des moyens très limités pour faire disons, poursuivre ses ambitions. L'ambition de tout parti politique, c'est d'avoir une voix pour arriver au pouvoir et gouverner. En tout cas, pour se faire accepter par le peuple et gouverner un pays. Mais la voix, c'est les élections. Bon, il y en a qui décident de se battre militairement. Il y en a, je crois que c'est les deux seulement quand vous êtes un parti politique. Après, nous, surtout, je voyais les limites des partis politiques, surtout le nôtre qui était tout petit, mais même pour les autres qui étaient plus grands, qui étaient considérés comme des partis plus grands, mais le problème était le même. Le problème, c'est toujours le personnel politique, les leaders politiques qui sont dedans, la valeur de l'équipe, c'était ça. Alors, Mhm. pour moi qui avais décidé de me présenter aux élections et que je ne pouvais pas rentrer au pays pour m'organiser à l'intérieur du pays, la question se posait. Vous n'allez pas rester dans votre petit parti seulement et évoluer parce que les partis sont fermés. Oui. Les membres des partis, c'est les adhérents seulement. Les Mhm. adhérents de ces partis, mais vous n'allez pas demander aux membres des autres partis de venir dans votre parti, sauf s'ils décident d'abandonner le parti. Et cette Mhm. opération est très difficile. Alors, le gouvernement apporter, disons, une opportunité plus grande. L'opportunité, c'est que le gouvernement pouvait rassembler les Mhm. ressortissants de plusieurs partis sans devoir changer leur parti.
Donc, Ouais. on pouvait être dans le gouvernement. C'était une coalition, en fait. C'était la première tentative d'une coalition Mhm. de gens qui venaient de partout, sauf que le gouvernement, pour pouvoir fonctionner, avait mis dans ses statuts en disant, mais les membres qui viennent dans le gouvernement parleront en leur nom seulement. Ouais, ouais. Mhm. Parce que ils peuvent avoir des idées qui viennent de leur parti, mais s'ils disent mon Ouais. parti ne veut pas ça, mon parti ne veut pas ça, on allait être bloqué, on ne pouvait pas fonctionner. Mhm. C'était la seule différence. Sinon, c'était une coalition Ouais. de gens qui venaient de diverses origines, de diverses organisations politiques, et de la société civile. Mhm. C'était ça. Mais le gouvernement avait d'autres prérogatives que les partis ne pouvaient pas avoir. C'est Mhm. là où, par exemple, nous avons résolu au fur et à mesure des questions que les partis ne pouvaient pas. Comme faire un passeport pour les gens Mhm. qui, au nom d'un gouvernement, en exil. Un Mhm. passeport pour les gens qui les cherchaient. Comme lancer une école, par exemple. Ouais. Lancer l'AIPA. Et Mhm. bien d'autres choses qui peuvent passer quand on est un gouvernement et qui ne passeraient pas quand on est un parti. Évidemment, il y avait des limites aussi. Parce Mhm. que tous les médias attachés à des États ont cessé de parler avec nous. Parce que, par exemple, la BBC, la Voix d'Amérique qui nous ont dit, comme vous êtes un gouvernement, si on vous donne Mhm. la parole, on va entrer, notre pays va entrer en collision, disons, en guerre avec votre gouvernement. Donc, on Ouais. ne vous donnera plus. Bon. Mhm. Et en même temps, les choses changeaient. On Ouais. pouvait créer nos propres médias. C'est comme ça que les chaînes Mhm. YouTube ont commencé. Et Mhm. voilà. Donc, Mhm. c'était une étape, le gouvernement en exil, c'était une étape très importante. Pourquoi? Parce qu'elle Mhm. nous donnait l'occasion de préparer ce qu'on n'avait pas avant, une équipe plus grande. Parce que j'avais compris encore une fois que si vous voulez faire de la politique, souvenez-vous de mes aînés Mhm. qui étaient là sans équipe, du tout, du tout, du tout. Faustin Touadéra-Mungu, avec sa grandeur, avec sa force, avec son intelligence politique et expérience, avec qui autour de lui comme Ouais. politique? Mhm. Avec qui? Mhm. Paul Sabedina qui avait eu la chance de rencontrer des personnalités très importantes des Ouais. États-Unis, regardez autour de lui, il avait qui comme politicien qui pourrait le soutenir. Et ça, je l'avais compris. Donc, en lançant l'idée d'un gouvernement en exil, c'est ce qui était en vue. Comment pouvoir Mhm. Mhm. préparer une plus grande équipe Mhm. et de façon disciplinée? Parce que les partis ne sont pas disciplinés. On rentre Mhm. quand on veut, on sort quand on veut, mais Ouais. surtout, on est tous les mêmes. Oui. Mhm. On n'a pas de mission particulière, mais dans un gouvernement, il y en a qui n'ont pas compris le secret. Pourquoi le gouvernement a résisté longtemps? Parce qu'on s'organisait comme un gouvernement. Et un Mhm. gouvernement est très hiérarchisé. Ouais. On Mhm. rentre nommé et en même Mhm. temps, on a une mission très particulière. Et si vous voulez partir, vous pouvez démissionner ou Mhm. on peut vous dire au revoir, évidemment, mais la procédure est plus disciplinée. Et Mhm. c'est comme ça que nous avons pu résister jusqu'en début de cette année où on Mhm. a vu que l'étape suivante, que la phase suivante pouvait être déclenchée. Voilà. Oui. Voilà, donc justement, on est là en 2026, Mhm. en janvier 2026, une nouvelle coalition est née. Mais avant de nous parler de cette coalition, des membres de cette coalition et justement de ses objectifs, j'aimerais que vous aidiez les gens à comprendre un peu le contexte politique actuel. Et j'ai trois questions pour ça. Peut-on créer un parti politique librement aujourd'hui au Rwanda? Peut-on critiquer aujourd'hui sans risquer de représailles? Et peut-on proposer une alternative politique réelle au Rwanda? Essayez un peu de nous aider à comprendre justement dans quel contexte politique Alors, est née cette coalition. merci, Madame Claudine, d'avoir posé cette question parce que vos trois questions répondent à la question principale que vous avez posée. Parce que le Mm, contexte, c'est celui-là. Au Rwanda, il n'y a plus d'espace politique, tout simplement. Donc, mm, il n'y a qu'un parti État et ce parti s'appelle le FPR. Il dirige comme bon lui semble. Tous les biens du pays, ils l'ont accaparé, ils l'ont là accaparé. Et surtout, je parlerai de l'espace politique, de l'économie, j'en parlerai pas, mais ils ont tout pris. Donc, l'espace politique, personne ne peut critiquer, personne n'a droit de lancer librement un parti politique, et si vous le lancez et que ils acceptent, ils vous mettent dans un forum avec le FPR pour que vous soyez le FPR, tout simplement. mm, Donc, l'espace est hermétiquement fermé. Il n'y a que qu'un homme et son équipe ou sa troupe disons, qui sont au pouvoir. Alors, mais
On se tromperait si on disait qu'on pouvait arrêter les gens, le peuple, une partie du peuple, parce que vous avez décidé qu'ils n'avaient pas droit à la parole, parce qu'on finit par trouver d'autres voies. Euh, les voies, disons la voie, on la trouve même en exil. En mm, exil. On va même aller jusqu'en exil pour harceler les gens, pour même les assassiner, mais on continue quand même de travailler. À un certain moment, Jésus lui-même, mais il venait même de naître. Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas grandir. Il ne pouvait pas avoir les 30 ans tranquillement pour grandir et faire sa mission quand le temps viendra. Il a dû s'enfuir en Égypte. Ses parents ont décidé pour le sauver, qu'il survive. Et ils ont fait ça. Nous aussi, on a eu la chance. Le FPR a fait beaucoup de ravages dans le pays. Ils ont assassiné tous les gens qu'ils trouvaient qu'ils avaient ce charisme de parler pour les autres, de représenter les autres. Ils ont mis en prison ou assassiné ou en tout cas embêté de toutes les façons possibles pour les museler. Bon, à l'extérieur, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent. Les gens n'ont pas su. Des millions que le FPR mette dans les médias. Ils ont mis beaucoup de millions dans les médias principaux qui donnaient la parole aux opposants. La BBC, la RFI, la Voix d'Amérique, tous les médias qu'on connaissait, ils ont mm, reçu beaucoup d'argent. Premièrement, pour passer la parole seulement du FPR, pour présenter le pays comme un miracle mm, et cacher que ce pays est vraiment un mirage. Ce miracle est un mirage tout simplement. Un miracle économique. Le pays est très, très développé. Mais tous les journaux, tous les médias, ils ont présenté le pays comme ça, mm. comme une réussite parfaite, alors qu'il n'en était rien. Alors, la deuxième chose, c'était pour nous empêcher, nous, de parler, empêcher l'opposition de parler. Cela, nous l'avons su parce que le gouvernement américain a une loi qui régit les lobbies internationaux qui travaillent pour les étrangers, pour les organisations ou les États étrangers. Et tous les 4 ans, ils doivent publier les contrats qu'ils ont eus avec ces associations ou ces États étrangers. C'est comme ça que jour en 2012, je crois. 2012, non, je ne me rappelle plus, mais on peut trouver, je vous renverrai où vous l'avez déjà vu. Une société américaine avait dit la négociation qu'ils avaient eue avec Louise Mushikiwabo, c'est elle qui était ministre des Affaires étrangères, c'est du temps de Louise Mushikiwabo qui avait négocié 50 millions de dollars tous les ans pour une seule organisation de lobby. Et là, ce qui était intéressant, ils avaient négocié les termes et les mots qu'ils allaient utiliser, les idées, tout était public. Que Kagame était un leader, comment il disait? Non, un leader, c'était quoi le terme? Exceptionnel. euh, je vais trouver le mot. Ils allaient Mhm, dire, en fait, tous les pays le font. Mais mhm. chez nous, c'est une catastrophe. Donc, présenter le pays comme quelque chose qui réussit pour attirer des investisseurs, ça, c'est pas une faute à la rigueur. Mais 50 millions de dollars par an, chaque année. je ne sais même pas si c'est pas tous les mois. C'était Ouh, quelque chose d'impossible incroyable. pour un groupe de lobby seulement. Mm, Donc, Kagame était présenté comme un leader visionnaire et que le pays vraiment se développait à un rythme jamais vu. Voilà. Et que, ben, voilà, pour cacher toute la violence qui est dans le pays, pour cacher toute la misère du peuple, pour cacher les vols et les détournements de fonds, voilà. Il payait des millions, des dizaines de millions tous les ans. Et là, c'était un groupe de lobby. Ils en avaient en France, ils en avaient partout. Ils avaient positionné des journalistes dans les médias qui étaient payés pour ça, pour vendre du rêve aux Rwandais. C'est pas aux Rwandais, surtout à la communauté internationale. Bon. Alors voilà. Euh, voilà, donc c'était le contexte politique actuel au Rwanda. donc le Mm, contexte, c'est que mm, euh, au Rwanda, c'est comme ça. Donc il n'y a pas d'espace politique, mais il y a sur un autre plan, l'opposition, quel contexte, il est dans quel contexte. L'opposition aussi, je pense que je suis bien placé pour savoir les difficultés de cette opposition. L'opposition qui a été vraiment pourchassée. Les leaders politiques, ils ont été assassinés, ils ont été mis en prison, ils ont été terrorisés. Certains ont vieilli, d'autres sont morts. Et là, on a une jeunesse qui ne comprend rien à la politique de la région, notamment du Rwanda. Et puis,
les Rwandais qui sont traumatisés de partout, qui vivent dans la peur, même à l'étranger, même en Europe, qui ont décidé depuis longtemps de ne plus s'engager en politique parce que c'est la volonté du FPR et l'opposition qui naît, qui meurt, qui se meurt, qui ne peut pas avancer parce que peu soutenu par le peuple qu'il essaie de défendre. Le peuple qui devrait soutenir l'opposition, il est au Rwanda. Mais on sait au Rwanda comment ça se passe justement. C'est pas Ils sont muselés, ils ne peuvent rien dire, ils risquent la mort et des représailles. Mais Mhm. surtout, il y a quelque chose de très particulier. Ce Mhm. quelque chose, c'est que dans l'opposition qui essaie de se mouvoir un tout petit peu, qui est à l'étranger, il a été très infiltré. Très infiltré par le FPR qui a créé des mouvements qui s'appellent d'opposition, mais qui sont là pour détruire l'opposition. Ça, c'est nouveau. Et c'est sui generis, en fait. Alors, vous êtes avec les gens qui disent que vous êtes ensemble dans l'opposition, mais qui sont là pour vous mesurer, pour vous s'associer avec vous, pour vous éteindre, tout simplement. Et je crois que c'est le plus grand mal que le FPR a su faire à l'opposition naissante qui pouvait s'organiser à l'étranger. Alors voilà le contexte dans lequel le rock est né, comme vous posiez comme question. Merci. Mhm. Voilà, donc la coalition ROC est née en janvier 2026. Alors, qui sont les membres de cette coalition et surtout, quel est l'objectif de cette coalition? Nous venons de parler de l'opposition, qui a de l'opposition, mais que soit ils sont infiltrés ou bien peut-être inactifs. Parlez-nous un peu de la particularité de ROC. Alors, pour parler de cette coalition, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière sur le Grex. Malgré le contexte que nous venons de décrire, le Grex avait quand même duré pendant 8 ans. Et pendant les 8 années, elle avait fait bien des choses, comme vous le savez, mais surtout, elle avait fait quelque chose devant le peuple qui était très, très particulier. C'est que, à des périodes assez régulières, le Grex, le gouvernement du peuple rwandais en exil, renouvelait ses équipes, faisait entrer d'autres. Il préparait en fait les gens qui devaient gouverner un pays au niveau des trois pouvoirs. Il y avait des membres du gouvernement, du cabinet ministériel. Ils ont préparé déjà une équipe pour le judiciaire, ou plutôt le pouvoir judiciaire, oui. Ils ont préparé toute une équipe, une belle équipe pour le pouvoir législatif. Donc, et puis, on avait même pensé à former au moins les officiers de l'armée nationale. Donc, pendant les 8 années, on a commencé à préparer petit à petit, surtout à travers l'école que nous avions lancée il y a 4 ans maintenant, l'Institut africain d'administration publique. Et ça, on avait déjà une très bonne équipe qu'on n'a jamais eue dans l'opposition rwandaise. Et je Alors, peux justement aussi confirmer, j'ai étudié dans la deuxième promotion d'AIPA et c'était vraiment une expérience vraiment magnifique, quoi. Une bonne expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, je dis ça en passant, donc c'est bien une bonne école et j'ai eu la chance d'y participer. bon, merci beaucoup pour cette école parce que nous tous, cette école nous a appris beaucoup de choses par la rencontre de ceux qui ont accepté d'étudier dedans parce que c'est une formation qui dure toute une année académique quand même, toute une année académique et qui délivre même un diplôme de licence en administration publique parce que ceux qui intègrent cette école, ils ont déjà fait une grande partie de leurs études, il y a même des docteurs dedans. Donc c'était une école qui était préparée pour ça. Donc, c'est cette école qui nous a aidé à préparer à l'intérieur de son gouvernement en exil une très belle équipe. Sauf que maintenant, comme on avait dit, dès le début, on savait que le gouvernement était une opportunité pour certaines choses, mais un handicap pour d'autres. Notamment, quand vous entamez la phase de retour au Rwanda, le gouvernement ne peut plus servir parce que le gouvernement ne peut pas rentrer dans le pays en tant que gouvernement. Ce n'est pas possible. Alors, c'est là où on a vu que, vu les circonstances encore une fois, et l'opportunité qui s'offre d'un changement possible euh, dans notre pays et dans la région, on devait s'organiser autrement. Parce que la politique, c'est pas seulement les idées, la politique, c'est d'abord les personnes, les leaders qui comprennent, qui apprennent, qui comprennent et qui décident de faire des choses, mais surtout qui s'organisent. Et là, on a dit,
Donc, évidemment, entre-temps, on avait fait, entre autres choses, vraiment une diplomatie très agissante dans la région. On avait rencontré des chefs d'État. On a pu, malgré tout, faire tout cela. Bon. Alors, l'originalité du rock, c'est que, alors que nous avons déjà élaboré une stratégie, cette fois-ci, pour retourner au Rwanda, parce que nous avons découvert la formule de non pas de conquérir le pouvoir au Rwanda, mais de vaincre le FPR. La formule, cette formule, nous l'avons découverte parce que nous avons déjà une équipe pour le faire, parce que nous avons la volonté politique de le faire. Alors, il restait seulement une chose qui est très importante. C'était de dire, on va y retourner, mais encore une fois, on pèse les forces qu'on a. On va y aller, mais il faut peser les forces. Quand nous avons tenté d'aller au Rwanda, on était trois. Maintenant, dans le gouvernement en exil, on était autour déjà de 80 personnes qui étaient prêtes à participer. Alors, on a dit, comme on est vraiment proche du pouvoir, il faut encore une fois rassembler. Rassembler plus large. C'est-à-dire, aller chercher dans les groupes qui font encore de la politique, qui font de la politique, qui disent qu'ils font de la politique de l'opposition, pour voir s'il y a quelqu'un qui voudrait être avec nous, qui voudrait s'allier avec nous pour cette dernière phase. Alors, on a décidé, après avoir contacté aussi des soutiens, parce que en découvrant la formule qui pourrait vaincre le FPR, on avait compris qu'on avait besoin aussi des forces de la communauté internationale ou certains pays qui pouvaient nous aider parce que des intérêts se croisaient quelque part et que pour le moment, plus que dans le passé, la communauté internationale pouvait nous soutenir. Mais il faut que nous soyons présents, que nous soyons assez intelligents et efficaces pour être soutenus aussi. Alors on a dit, il faut rassembler encore davantage. Rassembler pour que la force, évidemment, la force, on peut l'augmenter ou la diminuer, mais là, on avait vraiment besoin des rassemblements. Alors, on a pris le temps de consulter tous les appareils, je les appelle appareils politiques qui étaient là. En fait, l'idée, c'était de dire tous les leaders politiques qui ont essayé de résister pendant toute cette période, qui ont essayé de faire quelque chose pour préparer quelques leaders, qui ont des équipes, même petites, qu'on puisse les mettre ensemble pour créer une plus grande équipe. Parce que le rêve, c'est toujours de préparer une équipe plus puissante, plus organisée, plus disciplinée. C'est toujours le rêve, si vous voulez réussir en politique. Alors, on a parcouru tous les groupes que nous estimions assez actifs. Et à la fin, nous avons découvert quelque chose que nous connaissions déjà. Que les appareils de l'opposition, la plupart étaient infiltrés déjà, et que les autres, ils étaient là de non seulement. Or, on n'a pas besoin d'appareils. Maintenant, on avait besoin vraiment de personnes en chair et en os qui ont la volonté politique d'agir et qui ont surtout la volonté de se mettre avec les autres et d'avancer en ordre, en ordre. Alors, c'est là où nous avons débouché sur cette réalité que il vaut mieux ne pas fédérer les appareils parce qu'il n'y en a pas, qu'il le veuille au moins, euh, mais que les bonnes volontés, on fait des bonnes volontés, c'est-à-dire des personnes qui se sont préparées, qui sont prêtes à agir. C'est comme ça qu'une centaine, parce que ça dépasse un tout petit peu 100, au début c'était 100 personnes qui ont décidé de lancer cette alliance, en fait, cette coalition, euh, et qui a un plan, qui a un plan et ce plan, il se décline en quelques points seulement. Je ne parle pas de programme encore, je parle de plan. Parce qu'on disait qu'il fallait travailler sur cette équipe assez puissante, parce que diriger un pays, c'est ça. C'est pas des idées, c'est pas des discours, c'est pas des émissions. C'est des personnes à chair et à os qui vont aller au gouvernement, qui vont aller dans le parlement, qui vont aller à organiser le pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, on a décidé donc de se mettre ensemble et de créer cette organisation nouvelle, cette coalition nouvelle que nous définissons comme une coalition de politiciens et pas une coalition de partis politiques, parce qu'une coalition de partis politiques n'a jamais marché depuis plus de 30 ans, n'a jamais marché. Et aujourd'hui, nous avons encore tenté, en fait, nous avons tenté au début avec le gouvernement en exil. Quelques-uns sont venus, mais
Si ça a fonctionné, c'est parce que c'était pas les appareils qui se sont mis ensemble. Encore une Ouais. fois, c'était des personnes humaines. Alors, dans Mhm. le rock, il y a donc, on a réussi quelque chose qu'on n'avait jamais réussi. Moi, je m'en félicite énormément. Et je félicite toute l'équipe qui a accepté de faire ça parce Mhm. que, bon, on est très différents. En fait, on est une vraie équipe. On est une équipe idéale qu'un homme politique, tout homme politique pourrait avoir envie d'avoir autour de lui. Mhm. Rappelez-vous de mes aînés, je voulais cela pour Twagiramungu, je voulais cela pour Paul Ouais. Rusesabagina, Mhm. qu'ils aient eu avec leur force, avec leur aura, une équipe comme j'en ai Ouais. aujourd'hui, mais ça aurait changé le cours de l'histoire du Rwanda. Mais ils n'ont pas eu cette chance-là. Alors, c'est les femmes et les hommes. Mhm. Donc, pensez à la situation de terreur où nous avons évolué, mais il y en a Mhm. maintenant qui se dehors, qui se montrent, qui acceptent de prendre le risque. Donc, c'est des jeunes et des moins jeunes, donc les générations. Il y en a Mhm. de 20 ans, il y en a de 60, plus de 70 ans. C'est Mhm. intéressant. Donc, c'est Mhm. nos ethnies, les Bahutu et les Batutsi. Mhm. Si vous allez dans les chiffres, ce serait compliqué, mais on est tous présents là. Et puis, il Ouais. y en a qui ont plus peur que d'autres pour s'engager aujourd'hui contre le FPR, mais on Mhm. est là. Ouais. Toutes les ethnies sont représentées là, au moins les deux. Mhm. Et puis les régions du Rwanda, on a des gens qui viennent pour résoudre les problèmes que nous avons connus dans le passé, de gens qui vont au pouvoir, mais qui pensent plutôt à la région qu'à l'ensemble du pays. Mhm. Alors, bon, ils viennent justement de ces appareils politiques différents. Il y en a qui viennent des appareils qu'on a connus, des partis politiques et des organisations de la société civile qu'on a connues et qui ont Ouais. accepté de nous rejoindre et de Mhm. rejoindre l'équipe qui était déjà en construction au Grèce. Alors, je me dis que le plan, c'est que cette équipe, c'est l'essentiel. Mhm. C'est comme au football, si vous êtes entraîneur, ce que vous Mhm. vendez, ce que vous présentez sur le terrain, c'est l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Mais si vous Mhm. avez une meilleure équipe de football, mais que vous n'avez que 10 joueurs, ça ne marche pas. Ouais. Mhm. Il faut absolument en avoir 11 et des remplaçants à côté. Sinon, Mhm. en politique, c'est la même chose. Bon, c'est la première chose. Mhm. La deuxième chose, c'est que cette équipe se mette directement au travail puisque l'opportunité est là. Mhm. Le travail, c'est quoi actuellement? Le principal, c'est de Mhm. continuer de se préparer Ouais. à gouverner Mhm. le pays, mais Mhm. surtout aussi de faire une diplomatie qui va dans le sens de la formule que nous avons trouvée, parce que ce pouvoir doit être non pas combattu militairement par nous, parce que nous n'avons Mhm. pas les moyens de le faire. Mhm. Mais Ouais. j'avais d'ailleurs dit cela dans une émission qui est en Rwanda et le FPS s'est régaré parce que j'avais dit que moi je pouvais les combattre, je pouvais pas les combattre militairement. Ces gens, Oui, j'ai remarqué. Ils ont coupé juste une petite partie, ils n'ont pas mis tout le contexte, en fait. ouais, Mhm. c'est ça. Euh, je le répète, aujourd'hui en Mhm. français, que moi, j'ai pas une armée pour les combattre militairement, mais d'autres ont Peuvent le peut-être faire. cette Mhm. armée dont on a besoin et qui pourrait faire le travail correctement. Donc, Mhm. l'équipe donc est au travail maintenant. Elle est au Mhm. travail. Nous avons presque des accords avec ceux qui ont de l'intérêt Mhm. à notre Mhm. région et qui pourraient nous soutenir. Et il reste la phase qui va suivre parce que nous sommes en nous préparant à diriger déjà la période de transition dans ce pays pour déboucher, pour amener le peuple jusqu'aux élections générales et libres où ils peuvent se choisir les dirigeants qui conviennent à selon leur cœur Mhm. et des dirigeants surtout euh, qui est capable de ramener la paix dans ce pays et dans la région. Et cela nous amène peut-être à la question que vous aviez Mhm. posée. Je ne sais pas si Mhm. vous avez, je ne me rappelle pas si vous m'avez posé la question sur ce que nous voulons faire ou Voilà, en fait, quelques objectifs principaux que vous voyez, cette coalition. Voilà, quelques objectifs principaux. Mhm. cette coalition. Donc, il y a des choses à faire. Mhm. Tant que nous sommes en exil, mais nous avons Mhm. commencé déjà à faire, dans l'après Kagame et ROFPR, déjà nous avons pensé à ce que nous devrions faire dans le Ouais. pays, et Mhm. c'est nouveau, parce que c'est les autres, ils combattent toujours le FPR, mais ils n'ont pas Mhm. encore pensé à ce qu'ils pourraient faire si Après. jamais ils étaient au pouvoir. Donc Ouais. nous, on est proche du pouvoir. Donc la Mhm. priorité, à mon avis, la priorité, c'est l'unité nationale. Mhm. Tout Mhm. faire pour que ce pays devienne une nation et pas plusieurs nations Mhm. qui s'entretuent. Parce que si les Bahutus, ils se battent avec les Batutais, s'entretuent comme nous l'avons vu, ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas comme une seule nation Mhm. qui partage les mêmes intérêts et les mêmes, voilà, et la même destinée.
Et ça, on peut le reconstruire parce que c'est du domaine du politique de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument commencer par ouvrir l'espace politique pour que les gens puissent s'exprimer. Parce que s'ils ne s'expriment pas, bon, ils s'organisent dans la haine et dans la violence. Il faut absolument ouvrir cet espace. Personne n'est détenteur de l'espace politique rwandais. Personne n'est né pour gouverner les autres et que les autres sont nés pour être des esclaves dans ce pays. Ouvrir l'espace politique, c'est principal. La deuxième chose, c'est des prisonniers. Il faut libérer il faut ouvrir toutes les prisons de ce pays-là. Il faut libérer les gens pour qu'ils commencent à penser les blessures aussi de cette injustice-là. Rappelez-vous, j'ai commencé la mission par la prison. J'ai commencé à ouvrir les yeux par la prison de Cyangugu. C'est là où j'ai vu la misère des Rwandais. Vous ne pouvez rien faire si vous n'ouvrez pas. Il faut ouvrir toutes les prisons et commencer à zéro, mettre les compteurs à zéro. Alors là, on saura que le Rwanda commence quelque chose de nouveau. Alors, d'après ce qui s'est passé dans ce pays, la guerre, le génocide, les massacres, la guerre contre le peuple, comme sait le faire le FPR, si vous n'organisez pas une justice à cette fois-ci pour tous, pour que les victimes aient un minimum de justice, je pourrais dire, même un minimum de justice au moins, dans ce pays, c'est nécessaire. Parce il y en a qui se croient au-dessus des lois, au-dessus du droit, ils sont là pour massacrer les autres, ils les ont massacrés depuis la date du 1er octobre 90. Aucun d'entre eux n'a été inquiété, alors que l'autre partie a été massacré judiciairement par les juges qui ont jugé presque 2 millions de personnes adultes en 94. C'est la totalité de ceux qui étaient adultes dans ce pays. Je dis du côté des Bahutus. Ils les ont massacrés par le tribunal international pour le Rwanda. Tous les responsables politiques et militaires, ils croupissent, ils sont morts, ils continuent de mourir dans les jours de la justice internationale, alors que d'autres, ils nous poursuivent à l'étranger pour nous assassiner. Mais il y en a un que j'ai dénoncé il y a 3 jours qui vient d'être chassé de France quand même. J'y reviendrai demain soir. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est intéressant. Ça fonctionne. Et pas n'importe qui. Un haut gradé, un très haut gradé, rwandais. Alors, ça, c'était du côté, donc, c'est ces piliers de l'action que je trouve qui pourraient relever ce pays. Donc, l'unité nationale, c'est très important. Donc, il y a la justice, mais la forme des services de sécurité, ça fait partie de ça. Si vous avez une armée qui fait peur au peuple, si vous avez une police qui massacre son peuple depuis des années, et voilà, c'est comme ça que le peuple est divisé. Vous n'allez pas parler d'unité nationale alors que le peuple ne se reconnaît pas dans ces services de sécurité qui sont des bourreaux plutôt de son peuple. Tout ça, ça rentre bien organisé, ça rentre vraiment dans le fait d'organiser un pays comme une nation et de ramener l'unité nationale dans le pays. Le deuxième pilier, c'est de promouvoir évidemment la prospérité économique. Parce que les gens meurent de faim. Il y en a qui ont tout. Donc, le petit groupe, le petit groupe au pouvoir, ils ont pris en otage toute l'économie du pays. Ils vont même jusqu'à voler les biens des pays voisins, notamment le Congo, par la force et la violence extrême. La prospérité économique, le prochain gouvernement doit travailler à ce que ce soit réel au niveau du mouturaillé, du petit paysan, au niveau des familles, qu'ils sentent l'amélioration économique au niveau des familles et puis au niveau national et si possible au niveau de la région aussi. Donc c'est possible, il faut travailler pour ça, tous les pays. La politique aujourd'hui est ramenée à l'économie. Si vous êtes faible en économie, si vous faites rien en économie, quelle politique? Il y en aura. Dans ce domaine, on sait très bien, on sait exactement ce qu'on fera. Il faut abolir les privilèges que ce régime a mis en place pour quelques-uns seulement. Il faut abolir les monopoles qu'ils ont faits, qu'ils ont organisés pour eux-mêmes et contre le peuple. Il faut abolir toutes les formes d'apartheid parce que réellement, c'est le vrai système qu'ils ont installé dans le pays. Apartheid. Il y en a. Tout est fait pour profiter à une petite partie de la population, alors que d'autres sont très défavorisés. Si vous travaillez sur ça, et on reconnaît les monopoles qu'ils ont organisés, on reconnaît les privilèges qu'ils ont acceptés, qu'ils ont concédés pour une partie de la population. C'est pas des secrets. Il faut toucher à ça. Il faut rectifier cela et vous verrez, le pays pourra se débloquer, l'économie nationale pourra se débloquer et profiter à tout le monde. Troisième pilier,
c'est l'arrêt définitif et presque immédiat des campagnes militaires contre les peuples voisins, notamment ok. le Congo. Il faut vraiment arrêter cela. Il ne faut pas dire que ce sont des défenses du Rwanda qu'on a mis au-delà des frontières pour... Non, 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 non. Ça, ce sera presque immédiat, mais en tout cas définitif. Mhm. Le quatrième pilier, je m'arrêterai là, c'est Mhm. qu'il faut absolument, absolument promouvoir l'intégration régionale, peut-être Mhm. revenir à CPGR amélioré, Mhm. mais et s'engager de plein cœur dans une diplomatie de paix pour que la région retrouve la paix, pour que le Rwanda, qui est un tout petit pays, puisse profiter aussi des biens de la région. Et ça, on peut le faire. Voilà, en gros, la Mhm. direction où va la coalition ROC, le Rwandan Opposition Coalition for Democratic Change. Mhm. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, en fait. Mhm. Oui, moi je trouve que c'est vraiment un bon programme. J'espère que ceux qui nous regardent vont écouter attentivement parce que j'ai fait quelques notes. Vous avez parlé d'unité, unité qui est vraiment absente aujourd'hui. Vous avez parlé d'ouvrir l'espace politique, libérer les prisonniers. Il y a les prisonniers d'opinion, mais aussi il y a vraiment des prisonniers qui n'ont rien à faire dans les prisons. Les prisons sont bondées, archibondées. Vous avez parlé de justice, une justice maintenant qui est, je ne sais pas comment on dit, double vitesse, en tout cas qui n'est pas du tout équitable. L'armée, construire une armée qui n'est pas une armée euh, cousue sur une personne, mais une armée qui est une armée pour la nation, pour l'État. Et beaucoup de bonnes choses, l'économie, les privilèges et surtout, je pense aussi, le bon voisinage. Je trouve que ça fait 30 ans nous sommes la bête noire de la région. Je pense qu'il est temps que ça cesse. Et j'ai retenu aussi que cette coalition, justement, ce qui est important, c'est une équipe. Vous avez vraiment beaucoup parlé d'une équipe. Et je suis peut-être aussi témoin de ça parce que je fais partie de cette coalition et je confirme que nous sommes en train de nous préparer. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ne se voient pas, mais nous sommes en train de nous préparer parce que gouverner, ça s'apprend. Donc, on est en train d'apprendre. Nous avons des équipes, le judiciaire, le parlement, tout ça, pour apprendre comment on fait. Parce que je pense, je ne sais pas ce que vous pensez, mais cette équipe installée au Rwanda pendant 30 ans, est-ce qu'ils avaient les connaissances, la capacité de gouverner vraiment? Est-ce que justement, vous avez parlé vous avez fait le droit, vous avez appris justement pour savoir comment on fait? Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est aussi très important de gouverner, mais savoir ce qu'on fait. Est-ce que ça manque aussi au Rwanda, les connaissances? Est-ce que les connaissances qui leur manquent? Qu'est-ce qui a manqué justement pour que ça soit chaos total? Alors, cette question est très, très, très importante parce que euh, le FPR, quand il a pris le pouvoir en 94, il avait, même s'il avait détruit le pays par la guerre, mais il avait toujours toutes ses chances de pouvoir relever peut-être le pays et de pouvoir bien le gouverner. Quel a été le problème? Le problème, c'est toujours, disons, en politique, le problème, c'est toujours le leadership, les leaders. Et surtout, les plus hauts leaders parce que le pays il se dirige comme ça. Il faut des dirigeants, il faut des autorités. Le problème que nous avons eu, ou le malheur que nous avons eu, c'est que ceux qui ont vraiment pris le pouvoir, ces militaires qui ont pris le pouvoir, ils s'étaient préparés aussi. Ils s'étaient bien préparés. Ils s'étaient préparés où? Ils s'étaient préparés dans les rébellions qui ont mis à feu et à sang la région, notamment l'Ouganda. Ils avaient commis les premiers génocides de la région se sont passés en Ouganda et c'était eux qui étaient aux commandes. Ils se sont battus dans plusieurs autres pays, mais c'est des garçons qui se sont préparés plutôt dans la tuerie, donc dans la méchanceté et dans la criminalité. C'est des criminels qui ont pris le pouvoir en Ouganda. Après, ils ont décidé aussi de reprendre par la force au Rwanda. Donc, c'est des criminels. Ça, c'est très important. C'est des criminels qui ne pensent qu'à l'efficacité des crimes pour prendre le pouvoir, pour prendre le pays en otage. Et là, ils ne l'ont pas fait seulement en Ouganda, ils l'ont fait plus particulièrement au Rwanda, puisqu'ils ont pris tout le pouvoir aussi au Rwanda. Et ils l'ont démontré au Congo, un pays voisin,
où ils sont partis, non pas pour gouverner un pays, mais pour tout voler. Et là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'ONU, c'est le rapport des Nations Unies qui parle de rôle de 10 millions de massacres, de personnes massacrées. Mais si vous allez évaluer les biens abîmés ou volés, c'est des milliards qu'ils ont fait sur 30 ans. Donc, le problème, donc, c'est toujours le leadership. Mhm. Il y a un proverbe rwandais qui dit umweru uturutse ibukuru bucyakwiriye hose. Je ne sais pas traduire ça en français. Vous allez peut-être m'aider à trouver un proverbe équivalent en français. Très difficile, non? Mais la tête compte. En politique, la Mhm. tête compte Mhm. énormément. Si la tête est malade ou pourrie, eh bien, c'est le mal de tout le pays. Le reste. Donc, chez nous, le problème, c'est celui-là. Et c'est pour cela que je mets beaucoup d'accent à préparer l'équipe et ses valeurs. Mhm. Parce que si vous ramassez n'importe qui pour gouverner un pays, ça se gouverne pas comme cela. Mhm. Avec, par n'importe qui, ou par des criminels organisés et qui prennent le pouvoir, eh bien, ils organiseront en criminel. Parce que la stratégie qui vous a aidé à prendre le pouvoir, c'est cela qui maintient ce pouvoir. Si vous avez pris le pouvoir en versant du sang, vous allez garder votre pouvoir tant que vous savez verser du sang. Le jour où vous ne pourrez pas, le jour où une équipe vous arrêtera de verser le sang, vous ne pouvez pas vous maintenir au pouvoir. Voilà donc le malheur que nous avons eu, c'est des criminels qui ont tout organisé, qui ont maintenant, on le sait, il n'y a plus de secret. Beaucoup de livres ont été écrits sur les 30 ans. Beaucoup de témoignages des gens qui étaient à l'intérieur au FPR, les leaders du FPR et même actuellement. Mais je ne sais même pas quel moustique les a piqués. Parce que quand vous voyez Kabarebe dire comment leur chef, Paul Kagame, est venu en leur disant d'organiser leur armée en killing machine, Mhm. une machine criminelle de massacre à grande échelle, ben, c'est eux qui le disent. C'est eux Mhm. qui le disent. Donc, quand il dit, il évalue ce qu'ils ont fait dans la région, Kouyogoza, je ne sais pas, ravagé, ils ont ravagé toute la région, eh bien, Mhm. eux-mêmes le disent. Mhm. Quand le vieux là, le vieux sage pour eux, C'est euh, tout. C'est Tito, tout. Mhm. oui, comment ils se sont organisés, comment ils ont détruit le tissu social rwandais en infectant d'espions et de Mhm. manipulateurs pour que la violence éclate dans le pays. Maintenant, on sait tout. C'est Donc, tout. ce qui a manqué, c'est un leadership responsable et Mhm. des têtes qui veulent vraiment reconstruire le pays, organiser l'unité nationale. Et c'est cela que nous voulons offrir au peuple actuellement et à toute la région. Merci. Oui. Justement, on va maintenant à la fin, presque à la fin de notre émission. Avant de conclure, j'aimerais que vous disiez à nos téléspectateurs, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ce soir? Un mot-clé, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ce soir par rapport à eux, par rapport à ces objectifs, en quelques mots. Euh, Alors, ce que je pourrais dire, c'est que euh, il y a beaucoup de proverbes sur sur l'espoir. Quand mhm, un peuple perd, disons, l'espoir, il a perdu son histoire. Donc, il ne le vit plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il est temps peut-être que le peuple retrouve son espoir. mhm, L'espoir parce que il y a des gens maintenant et qui ne se cachent plus, qui travaillent ouvertement avec notre équipe, qui disent qu'ils sont capables de ramener la paix dans le pays, de réorganiser le pays, d'organiser l'unité nationale et de l'amener à la prospérité économique. Ils doivent y croire. Le peuple doit y croire. Et nous sommes capables de faire ça parce que nous sommes préparés depuis plusieurs années et que nous avons surtout la volonté politique de le faire. Par contre, nous avons besoin de leur soutien. Nous mhm. avons besoin du soutien du peuple avant d'avoir le soutien de la communauté internationale. Et on ne demande pas beaucoup de choses. Suivez-nous. Suivez ce que nous sommes en train de faire. Et dans la mesure du possible, fédérez-vous à nous et prenez la carte de militant de cette coalition. Simplement cela. Essayez de suivre ce que nous disons, donnez les idées si vous les avez sur ce que vous désirez pour voir votre pays retrouver la vie, retrouver son statut de pays pacifique et paisible, un pays qui garantisse l'égalité des chances à tous ses ressortissants. Et là, c'est pas compliqué. On ne vous demande vraiment que deux choses.
ne pas laisser votre tête et votre euh, volonté se disperser à gauche, à droite pour des futilités. Essayez de voir ce qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que dit cette coalition, notre coalition. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est la contribution que vous pouvez donner en idée, mais surtout la contribution en se fédérant, en soutenant votre coalition. C'est mon mot de la fin, c'est que moi, comme le leader de cette coalition, bon, avec les autres, avec toute l'équipe, je peux vous garantir que je suis très confiant. Je suis très confiant. Nous allons y arriver et c'est pour bientôt. C'est une question de temps. À mon avis, c'est pas une question d'année. C'est une question de mois, peut-être de semaines. Mais on y va et on y va tout droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour parler avec nous. J'espère que vous allez continuer à venir et à nous donner justement les nouvelles, et surtout les nouvelles de rock. Je pense que cette émission a été une très bonne émission. On a appris beaucoup de choses et surtout votre parcours. On a compris depuis Nzaramba jusqu'à aujourd'hui tout ce qui s'est passé. En tout cas, merci pour votre détermination et merci à tous ceux qui vont écouter cette émission, partager cette émission, suivez nos émissions parce qu'il y aura d'autres émissions qui vont suivre avec d'autres membres de cette coalition qui vont venir justement vous parler de leur engagement, pourquoi ils se sont engagés et surtout de leurs objectifs. Merci pour nous avoir suivis et à très bientôt.